ce soir, on va discuter donc des troubles mictionnels, donc pour avoir un titre un peu sexy et ça sera Pipi au lit and co et ça tombe bien parce qu'on va quand même traiter une grande partie, de l'énurésie. Moi je suis Sarah Garnier, je suis urologue pédiatre dans le service, du professeur Khalfa, dans le service de chirurgie pédiatrique viscérale, uro, gynéco-thoracique du CHU de Montpellier. Ah, j'arrive pas à passer le diapo. Si, ça y est, c'est bon. Donc, on va commencer par l'énurésie. En plus, je pense que c'est ce qui vous intéresse finalement, le plus, en tout cas, ce qui vous pose le plus de problèmes, dans vos pratiques, libérales mais on fera dans une deuxième partie, ce qui est à mon avis le plus important, qui est les troubles mictionnels de façon un peu plus générale. Alors, je ne vous ai pas dit juste avant, n'hésitez surtout pas à poser des questions parce que je ne sais pas s'il y a des nouveaux pour, des premières fois pour nos EPU. Mais du coup, je me permets un petit mot là pour rappeler que ces EPU qu'on organise donc sur plein de sujets, l'objectif c'est vraiment d'avoir, c'est pas un cours, c'est vraiment une discussion. Donc moi, je vous présente une problématique, je vous donne quand même les règles générales, l'idée c'est que de répondre à vos problématiques, vous, en libéral ou en hospitalier, n'hésitez surtout pas à poser des questions sur la barre et du coup, Aurélie Casal me dira, dès que je fais une petite pause, elle me dit quand il y a une question et j'y réponds. Je pense que l'intérêt est vraiment du fait que ça soit interactif. Sinon, pour ceux qui ne sont pas là, du coup, ça sera rediffusé, sur la chaîne, YouTube du CHU, en enregistré du coup et vous pouvez y retrouver d'ailleurs, tous ceux, précédents. Les 3 précédents parce que du coup, c'est récent qu'on les enregistre. Donc, l'énurésie, c'est très bien, codifié, par l'ICCS, donc notre référence, nous, en termes de continence, chez l'enfant. Donc c'est une incontinence urinaire qui survient pendant le sommeil. C'est chez l'enfant de plus de 5 ans, ça c'est très important pour l'âge. C'est, une incontinence qui survient plus d'1 fois par mois et qui survient plus de 3 mois d'affilée. En termes de terminologie, en fait, il faut, savoir bien préciser quel type d'énurésie c'est pour déjà comprendre de quoi on parle, comprendre, la physiopathologie et surtout, la prendre en charge puisque la prise en charge est complètement différente entre les énurésies monosymptomatiques, isolées, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'énurésie, elle est primaire, elle est isolée et l'énurésie non monosymptomatique, donc qui, s'inclut dans un ensemble de troubles mictionnels qui, associent des troubles diurnes et là, vraiment, c'est une prise en charge qui rejoint les troubles mictionnels dont je parlerai, tout à l'heure, qui est complètement différente. Cette énurésie, elle peut être primaire, c'est-à-dire elle a toujours été là, soit il y a eu des petites pauses mais pas très longues, soit secondaire si elle survient après plus de 6 mois d'arrêt. Alors, il y a des petits termes qui restent comme énurésie diurne, non, l'énurésie, c'est toujours, pendant le sommeil et c'est différent aussi de la nicturie. La nicturie, c'est le fait de se lever la nuit pour aller uriner. C'est normal de se lever au moins 1 fois par nuit pour aller uriner. Plus d'une fois, c'est anormal, disons, mais en fait, c'est le fait de se réveiller et d'aller uriner qui est différent de, l'incontinence urinaire nocturne. En termes d'épidémiologie, donc c'est quand même assez fréquent, hein, 16 à 6 ans, 5 à 10 à 7 ans, 3 des ados et bon, ce qui est un peu plus, inquiétant, c'est, 0,5 à 1 des adultes. C'est peu, mais c'est pas rien quand même. Ce qu'il faut attendre quand même, on sait que, l'énurésie, elle va guérir spontanément dans le temps. Il y a 15 par an de patients qui vont, guérir sans traitement, sans prise en charge. On sait quand même que celles qui guérissent, ça concerne que les énurésies finalement peu importantes, celles qui surviennent moins de 3 fois par semaine et chez l'enfant qui a moins de 10 ans, c'est sûr que plus on a de fréquences et plus on est grand, moins on a des chances de guérison spontanée.
Ça touche plus de garçons que de filles, 2 pour 1 quand même, c'est pas mal comme, différence. Et alors par contre, ça touche tous les milieux, cultures, origines ethniques, c'est universel. Bon, un peu de physiopathe, c'est pas parce que alors en plus pour ceux qui me connaissent, moi c'est pas trop ce je suis pas très physiopathologie de façon générale, mais là, c'est hyper important parce que c'est la physiopathologie qui permet de savoir qu'est-ce qu'on fait comme traitement. Donc on est quand même obligé un peu de comprendre comment ça arrive pour savoir comment agir. Donc l'énurésie, elle c'est soit une cause, soit un ensemble de causes. Dans les causes possibles, c'est des choses qui sont physiologiques. En fait, c'est important de comprendre que l'énurésie, c'est un processus physiologique parce que, de façon physiologique, il y a une polyurie nocturne. En fait, il y a une certaine inversion du cycle nictéméral, pardon, et quand même pas très bien fichu, mais effectivement, on a plus de production d'urine pendant la nuit. De façon physiologique aussi, il y a une réduction de la capacité vésicale fonctionnelle, qui peut, aller jusqu'à même 70 de la capacité vésicale fonctionnelle la nuit. On a également, de façon assez physiologique, une hyperactivité vésicale nocturne, mais à savoir que celle-ci est extrêmement favorisée par la constipation. Et on sait que l'énurésie également, une des étiologies, c'est l'élévation du seuil d'éveil. C'est des enfants qui sont à stimuli égal ne vont pas se réveiller, et on sait que ça, ce qui va améliorer cette élévation du seuil d'éveil, c'est vraiment une maturation neurologique centrale qui se fait, à différentes vitesses en fonction des enfants, et donc il y a vraiment une implication du système nerveux central aussi dans l'énurésie. Donc voilà, ça peut être un peu de chaque, ça peut être 2, 3, 1, enfin voilà, c'est vraiment une conjoncture d'étiologies, qui, mène à cette énurésie, sachant que l'ensemble de ces étiologies sont finalement, physiologiques. Bon, ça, c'est pour le côté un peu déprimant pour certains patients, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même beaucoup de facteurs génétiques retrouvés, il y a plusieurs mutations, il y a des transmissions autosomiques dominantes. Bon, globalement, ça veut dire que si, il y a un antécédent familial chez un des 2 parents, l'enfant a 40 de chances d'avoir une énurésie. Si les 2 parents sont concernés, 70, ça c'est un peu la peine, quoi. Et puis, dans un contexte d'énurésie primaire, isolée, alors vous retrouvez, une histoire d'énurésie dans la famille, hein, ça peut être l'oncle, le cousin, le neveu, dans presque 70 des cas. Donc il y a quand même vraiment, une cause, génétique. Bon, mis à part le côté un peu déprimant de la chose, de se dire qu'il y a une certaine fatalité, hem, moi en consultation, je l'oriente plutôt dans l'idée qu'il y a comme un âge cible, que l'enfant, est prédisposé à un âge cible d'arrêt qui correspond à celui de la famille globalement, et que nous, on va essayer de diminuer cet âge. Pareil, pas très, optimiste parce que, c'est difficile à traiter. Il y a une association franche avec les TDAH. 20 des enfants avec un TDAH ont une énurésie. 10 on retrouve, chez 10 des enfants énurétiques un TDAH. Alors, il y a en fait, on ne comprend pas tellement pourquoi, mais possiblement, il y aurait une étiologie commune, notamment, bah, centrale, sans retrouver vraiment, enfin, je peux pas vous expliquer pourquoi et c'est pas publié pourquoi. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en pratique, ça complique énormément la prise en charge, de ces enfants. Alors du coup, je sais pas si toi, ils t'entendent? Parce que du coup, je répète la question, Aurélie demande si c'est un effet secondaire des traitements. Non. C'est, sur la cause sous-jacente, c'est neurologique central, c'est sur l'étiologie, initiale. Non, finalement, en fait, souvent, ça s'améliore d'ailleurs, quand ils sont bien traités, ça s'améliore. L'association avec le syndrome d'apnée du sommeil, alors ça, c'est vraiment, quelque chose qu'il faut rechercher et qui est vraiment intéressant et qui franchement, pour le coup, ça, c'est beaucoup plus optimiste parce que si on trouve, c'est quand même un truc qu'on peut traiter. Donc l'énurésie primaire, elle est retrouvée dans 25 des obstructions des voies aériennes supérieures opérées.
Donc même hors contexte vraiment syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire que l'obstruction des voies aériennes est responsable, il y a 25 de ces patients-là qui ont une énurésie et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 40 qui ne l'ont plus après la chirurgie ORL. Donc ça, c'est une partie de moins, de patients, à traiter, pour nous en tout cas. Voilà pour, un peu le contexte. Donc on va passer à comment, le diagnostic. Donc en gros, le diagnostic d'énurésie, bon, bah, c'est facile, hein, je vous l'ai dit, incontinence diurne, après 5 ans, plus d'une fois par mois et sur, plus de 3 mois. OK, mais la caractéristique de l'énurésie, elle est fondamentale et c'est ça qu'il faut retrouver à l'interrogatoire et c'est le plus important de toute la modalité diagnostique, de tout l'interrogatoire de ces patients. C'est de savoir déjà, bon, primaire, secondaire, ça c'est facile, hein, depuis quand, combien de temps d'arrêt. Savoir s'il y a des antécédents, personnels. Pour les énurésies secondaires, c'est sûr, bon, le TDAH, ça comme je vous ai expliqué, diabète pour, le syndrome polyuropolydipsique, bon, les antécédents familiaux, comme je vous ai expliqué pour les facteurs de risque génétiques et puis savoir si c'est monosymptomatique ou non monosymptomatique, ça va changer complètement votre prise en charge. Donc il faut absolument demander s'il y a des troubles missionnels diurnes associés. Une fois que vous avez donc le caractère primitif et le caractère monosymptomatique, il faut chercher les signes, évocateurs de vessie neurologique parce que c'est toujours aussi ce qu'on a en arrière de la tête dans tous les troubles mictionnels de façon générale, chez l'enfant, chez l'adulte, c'est ne pas passer à côté, d'une vessie neurologique. Donc il faut bien sûr poser les questions, hein. Si ça se trouve, ils viennent vous voir pour une énurésie, puis on va vous dire: «Ah au fait, il y a une histoire de moelle», bon, voilà. Et les autres points d'appel, quand il y a pas de diagnostic sous-jacent, c'est, est-ce qu'il y a, des troubles vésico-sphinctériens associés, constipation, onchoprésie surtout, et puis, ben, parce que moi je dis ça parce qu'en fait, bon, je pense que mes connaissances neurologiques s'arrêtent là, mais pour moi, un truc très, parlant, c'est l'âge d'acquisition de la marche. Parce que du coup, je sais à peu près à quel âge c'est et que je trouve quand même que c'est, fort, parlant pour, tout ce qui est retard psychomoteur. Il faut rechercher les facteurs favorisants toujours, pardon, donc la constipation, comme je vous ai dit, constipation, elle favorise énormément l'hyperactivité vésicale nocturne, donc il faut la rechercher. Mauvaise répartition des boissons, ben, c'est sûr que ça, c'est le truc classique, l'enfant, il boit zéro de la journée, il est à l'école, il rentre de l'école, garderie, il arrive à la maison à 19h et là, il boit 1 litre d'eau, parce qu'il a rien bu du reste de la journée. Ça, c'est des énurésies induites, c'est-à-dire vous corrigez, c'est terminé, enfin, je pense même pas qu'on puisse vraiment parler d'énurésie. Syndrome d'apnée du sommeil, comme je vous ai expliqué, toutes les obstructions ORL. Pourquoi? En fait, parce que ça engendre une polyurie nocturne et des troubles du sommeil qui sont du coup dans les 2 facteurs de risque. Ça majore 2 étiologies communes de l'énurésie. Syndrome polyuropolydipsique, bah, c'est toujours des énurésies induites, hein, diabète, néphropathie et le TDAH. Donc en fait, on retrouve, dans l'interrogatoire, ce dont on a parlé, précédemment. Donc une fois que vous avez votre interrogatoire, que vous avez donc cherché le côté monosymptomatique, primitif, les signes associés, les signes favorisants et ben, on passe à des signes en faveur d'une vessie neurologique, on passe à l'examen clinique, donc et qui va rechercher toujours les mêmes choses que vous avez déjà cherché à l'interrogatoire, donc corde colique, constipation, il faut regarder les périnées. Il faut, chercher des signes en faveur de vessie neurologique. Donc, vous les regardez marcher, est-ce qu'il y a un pied creux? Il faut chercher des dysgraphismes, il faut absolument regarder le sillon interfessier de tous les enfants présentant des troubles mictionnels. Alors, ça, c'est Margot Olivier qui m'avait fait ce petit récap parce que c'est facile de dire, il y a un dysgraphisme ou pas. En fait, plein d'enfants ont un petit sinus et on ne sait jamais dire si vraiment c'est un point d'appel ou pas. Donc il y a quand même des critères. On dit que c'est une fossette sacrée simple si c'est superficiel, c'est borgne, ça fait moins de 5 millimètres, c'est à moins de 25 millimètres de l'anus et il y a pas de lésion cutanée associée, que ça soit des poils, des hémangiomes, une déviation du signe, interfessier. Je le reprends à chaque fois, ça parce que j'oublie, mais c'est important d'avoir, cette définition-là. Alors,
Dans le diagnostic et là, on s'approche un petit peu, de la prise en charge parce que comme je vous disais, en fait, pourquoi on est si à cheval sur les caractéristiques de cette énurésie, c'est que ça va conditionner, la prise en charge. Donc vous avez le caractère monosymptomatique pour savoir si vous sortez directement vers, les troubles missionnels et vous avez le type d'énurésie, c'est-à-dire la physiopathologie, vers quelle cause de ces 4 facteurs de risque, enfin pas facteurs de risque, de ces 4 causes physiologiques, vers laquelle vous allez vous orienter. Pour ça, pour savoir ça, il faut faire normalement, donc ça c'est les recommandations, en pratique, bon, c'est pas toujours très facile, mais en théorie, vous devriez voir pour la première consultation d'énurésie, l'enfant arriver avec un calendrier missionnel et des prises hydriques sur 48 heures. Donc pour savoir combien de fois il va uriner, combien de volume il a uriné, bon ça le volume à la rigueur et combien il a pris d'eau, à quelle heure. L'idée quand même, c'est d'avoir une idée de la capacité de réservoir de cette vessie, pour avoir une idée globalement quand même du volume de miction maximal et le volume de miction moyen. Bon déjà ça c'est vraiment la théorie et c'est finalement la première chose à obtenir, ce qui déjà n'est pas toujours facile à obtenir. Et la deuxième chose qui est recommandée, c'est d'avoir, la recherche de la polyurie nocturne. Comment on fait ça? C'est là où ça devient un peu difficile, c'est qu'il faut avoir une estimation du volume uriné dans la nuit sur une durée de 15 jours. C'est là que ça se complique. Donc comment on fait pour avoir estimer le volume uriné? Donc il faut bien avoir les protections draps, pesées, donc avant, après et la miction du matin. La polyurie nocturne, elle se caractérise si vous avez, une polyurie qui a plus de 130 de la capacité vésicale, fonctionnelle. Sachant que la capacité vésicale, elle peut être estimée en fonction de l'âge, donc c'est, 30 fois l'âge plus 1 et donc elle est intéressante à rapprocher de l'âge, mais aussi intéressant de rapprocher la capacité, le volume uriné la nuit du volume, de miction maximale que vous avez en journée, pour avoir une idée du débordement la nuit, quoi. En pratique, il faut ça c'est hyper important, ça fait partie de la pratique de la première consultation absolument, parce que le calendrier missionnel et le calendrier du volume, uriné la nuit, c'est toujours un peu difficile à avoir, vraiment. Mais ça par contre, c'est une partie très importante de votre interrogatoire, de tout patient, présentant une énurésie, c'est la motivation au traitement et la motivation de l'enfant. Il faut une participation parentale à la prise en charge de l'énurésie. Mais bon, ça paraît logique, les parents sont toujours beaucoup plus motivés, que les enfants pour que ça s'arrête et donc il faut vraiment, poser la question: «Est-ce que, l'enfant est motivé, à ce qu'on prenne en charge cette énurésie?» C'est indispensable au succès de la prise en charge et il faut bien distinguer il faut pas dire que c'est pas parce que l'enfant n'est pas motivé à la prise en charge ou qu'il ne voit pas vraiment où est le problème, de cette énurésie, au fait que ça soit une énurésie volontaire. J'y reviendrai après, c'est très important de dédramatiser par rapport à ça. Ce n'est pas parce que l'enfant n'est pas motivé au traitement qu'il fait exprès de faire pipi, hein. Ça, faut bien le dissocier aussi dans la tête des parents. Je reviendrai pour cette notion de motivation et de conscience. Donc, examen complémentaire, si c'est une énurésie primaire isolée, vous avez tous les critères isolés, primitifs, alors non, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire. Si vous avez le moindre doute sur une énurésie, non monosymptomatique, ou si vous avez un point d'appel quelconque, vessie neuro, diabète, néphropathie, syndrome polydysplastique, peu importe, bandette urinaire, débimétrie au départ. Alors pour ce qui est du traitement, bah, c'est très bien codifié, hein, toujours par l'ICCS, c'est très publié, reconnu, il n'y a pas trop de doute sur la prise en charge de ces énurésies. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais ça veut dire que c'est codifié. Donc déjà, on revient donc, information des parents, pas de traitement avant l'âge de 6 ans. Parce que c'est normal déjà jusqu'à 5 ans, donc on ne débute pas de traitement avant 6 ans
Et comme je vous ai dit, il faut absolument la participation et la volonté de l'enfant et autant vous dire qu'à 6 ans, bon, c'est pas toujours le cas. Il faut savoir dédramatiser, c'est très important de rassurer la famille pour dire qu'une énurésie, primitive, monosymptomatique, c'est quasiment physiologique, en fait. Comme je vous ai montré tous les facteurs. Si vous pouvez couper vos micros, pardon. Tous les facteurs, toute la physiopathologie de l'énurésie, c'est que des choses qui sont physiologiques. Il n'y a pas de retentissement, sur l'état de santé de l'enfant. Donc, c'est une prise en charge qui vise à une satisfaction, sociale, certes, du confort, de la vie en société, de ne pas laver les draps et tout ça. Enfin, il y a plein de il y a ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences pour l'enfant et il faut savoir le dédramatiser. Il faut informer donc sur le fait que c'est fondamental d'avoir la coopération de l'enfant et bien sûr, là, je vous dis: «C'est pas grave, laissez» enfin, moi, je passe mon temps à dire: «Laissez les enfants tranquilles en consultation, c'est pas son problème, il s'en fiche, laissez-le tranquille». Mais il faut quand même pas sous-estimer, l'impact sur la famille. Il y a un impact économique, hein, les couches, ça coûte une blinde. Faire laver les draps tous les jours, ben, ça coûte une blinde. Il y a un impact affectif, donc ça, il faut bien dire à la famille que l'enfant ne fait pas exprès, qu'il ne le sent pas, que c'est pas pour se venger, que c'est inconscient et il faut bien là, j'y reviens sur ce truc important, c'est important de dissocier le fait qu'il soit motivé à la prise en charge, au fait que ça ne soit inconscient et qu'il fasse pas exprès. Il y a plein de choses pour les enfants ne font pas exprès et ils ne voient pas où est le problème et c'est pas pour autant qu'ils ont envie que ça change. Ils ne voient pas où est le problème, mais il fait quand même pas exprès. Et il y a aussi un impact, social, hein. C'est sûr que, ben, se faire inviter, tout ça, ça de ça tout il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir un peu plus difficiles. Donc ça, il faut quand même pas trop le négliger, même si j'ai tendance à dire aux parents de les laisser un peu. Il faut quand même pas trop négliger ce côté-là. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que même si on ne le prend pas en charge maintenant, si l'enfant il a 6 ans et qu'il en a rien à faire et que ça l'intéresse pas, il faut leur dire: «C'est pas grave, on va pouvoir le prendre en charge plus tard, on réévaluera et on est à votre disposition pour, différer cette prise en charge». Oui, il y a une question. Je répète du coup parce que je pense que vous n'entendez pas. Donc qu'est-ce qu'il faut penser si les ados n'ont aucune envie de traiter leur énurésie? Alors c'est vrai que classiquement alors, c'est un peu différent de l'enfant de 6 7 ans, qui voit pas le problème. Je pense qu'un ado qui a pas envie, je pense qu'il faut quand même lui montrer la prise en charge, lui présenter la prise en charge et lui dire que c'est possible d'être propre parce que c'est sûr que c'est quelque chose auquel il s'est habitué. C'est pas forcément une problématique, mais ça peut être aussi un sentiment d'échec et de confiance en soi et du fait de se dire que finalement c'est comme ça et le fait de leur montrer quand même que c'est possible d'être propre et leur montrer qu'on a des prises en charge possibles pour les rendre propres, ça je suis un peu plus agressive quand même pour les adolescents parce que, il y a une norme sociale qui fait qu'on est quand même censé être propre à l'adolescence, nuit et jour et je pense qu'il faut aussi les quand on a été énurétique jusqu'à l'adolescence, quand même, il y a une espèce de truc un peu, comment dire? Enfin, ils ont pas d'espoir, quoi, sur ça et donc il faut quand même leur montrer que c'est possible. Ouais. Donc du coup, pour la débimétrie, oui, c'est, hospitalier, je pense pas que quelqu'un en cabinet ait, oui, mais c'est enfin, clinico-hospit enfin, je sais pas comment enfin, c'est, en structure quoi, pas en libéral, cabinet du pédiatre, je pense pas qu'il y ait aucun pédiatre, qui ait une débimétrie, donc c'est sûr que ça recourt à un avis spécialisé. Parce que la machine coûte une blinde, hein, je vous le dis, hein, c'est pour ça. Donc traitement. Donc première chose, donc c'est l'information. Dédramatiser, accompagner. Deuxième part du traitement, tout aussi fondamentale, c'est les règles d'hygièno-diététique. Alors, dans tout ce qui est polysymptomatique, c'est le traitement de référence. On y reviendra tout à l'heure, c'est genre, des troubles missionnels. Là, je vais vous faire tout le truc, de la hygièno-diététique des troubles missionnels. Donc encore une fois, polysymptomatique, le traitement, c'est les troubles missionnels. Donc c'est les règles hygiéno-diététiques. Pour ce qui est monosymptomatique, les règles hygiéno-diététiques, donc il ne faut pas leur dire ça parce que sinon c'est très déprimant. Mais le succès
seul et seulement de 20 et il y a même certaines équipes qui disent que, il y a pas de succès aux règles génothététiques seules dans l'énurésie. Moi, sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a quand même des succès. Dans mon expérience, j'ai l'impression que vraiment, il y en a auxquels ça suffit. C'est sûr que ça marche mieux sur les polysymptomatiques. Par contre, et ça c'est indispensable, il faut dire que on ne peut pas mettre en place de traitement de l'énurésie sans que les règles génodététiques de base soient respectées. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça marche pas, et la deuxième, c'est que c'est enfin, bon, c'est la même en fait, mais c'est-à-dire que c'est comme une pyramide, je dis, il faut d'abord essayer de faire ça seul, ça évite quand même tous les traitements ultérieurs qui sont quand même beaucoup plus lourds. Donc il faut quand même tester sur ces 20 c'est quand même 1/5. Et la deuxième raison, c'est que, sans ces traitements-là, vous pouvez mettre sans cette rééducation-là, vous pouvez mettre en place tous les traitements que vous voudrez, ça marche très mal. Donc on dit: «C'est pas suffisant, mais c'est indispensable» et ça se met en place seul au départ. Par contre, il faut pas les laisser, 6 mois avec ça, sauf quand vous voulez gagner du temps parce qu'ils ont 6 ans et qu'ils sont pas motivés. Mais si vous voulez vraiment prendre en charge activement l'énurésie, c'est 1 mois de traitement de rééducation mictionnelle stricte et après, si ça suffit pas, il faut commencer les traitements pour pas décourager les gens. Donc, en quoi ça consiste la guérison des diététique? La première chose et c'est la prise en charge de base de toute l'urologie pédiatrique, c'est le traitement de la constipation. C'est un facteur d'aggravation de l'hyperactivité vésicale nocturne, donc il faut traiter la constipation. Ensuite, il faut, augmenter la prise hydrique. Il faut une meilleure prise hydrique qui est mieux répartie. Donc il faut monter à 60 millilitres par kilo. Bon, moi je ne calcule pas en fonction des kilos, hein, j'avoue, pas très grand, 1 litre par jour, un peu plus grand, 1,5 litre par jour. En tout cas, ce qui est important, c'est de les quantifier parce qu'ils vous diront tous qu'ils boivent enfin pas tous. La plupart des gens qui vous disent qu'ils boivent beaucoup, en fait, ils boivent d'un coup 3 verres à table d'un coup, ils ont l'impression qu'ils ont bu beaucoup, mais ils vont pas boire pendant 6 heures d'affilée derrière. Donc c'est une prise répartie sur la journée, donc il faut que ça soit quantifié. Donc tous les matins, ils remplissent une bouteille de 1 litre et demi. Avec cette bouteille, ils boivent petit déj, gourde de l'école et goûter. Et cette bouteille doit être vide tous les soirs avant 18 heures. Et ils ont droit, en théorie, seulement à un petit fond de verre d'eau à table le soir. Bon, en pratique, moi, je leur dis: «C'est pas de la torture, hein». Je reviens sur le fait que, ben, c'est pas grave d'avoir une énurésie, il y a pas de retentissement. Donc, l'enfant qui fait du sport le soir, ben, il a le droit de boire. L'été, il a le droit de prendre l'apéro. Enfin, il faut pas non plus que ça soit un truc complètement, des soft, hein, parce que j'ai des regards noirs là, soft. Il a enfin, c'est pas ça doit pas enfin, on passe pas d'une problématique sociale à une autre problématique sociale. Il faut quand même que ça reste quelque chose d'assez souple, mais c'est sûr que, la restriction hydrique le soir, elle est hyper importante dans cette correction des troubles de l'énurésie. Donc ça, c'est la prise hydrique. La rééducation mictionnelle, eh ben, il faut apprendre aux enfants à bien faire pipi et c'est un apprentissage parce que spontanément, un enfant ne va jamais aux toilettes avant d'avoir très, 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 très envie de faire pipi. Donc il faut leur apprendre qu'à partir de maintenant, il y a plus besoin d'attendre d'avoir envie de faire pipi pour aller aux toilettes. Il faut aller aux toilettes parce que c'est l'heure. Les propos de: «Il faut faire régulièrement dès que vous sentez un peu l'envie», tout ça, c'est des trucs d'adultes, hein. Un enfant, il comprend pas ça, à mon avis. Donc il faut sortir l'idée de l'avoir envie de faire pipi. Maintenant, je leur dis: «On s'en fiche de savoir si tu as envie ou pas de faire pipi. Tu vas faire pipi parce que c'est l'heure». Normalement, c'est 7 mictions par jour, donc c'est à peu près toutes les 3 heures. Bon, moi, j'aime bien en rajouter même une, comme ça, je suis sûre que même s'ils en ratent une, du coup, il en reste 7. Donc c'est 7 à 8 tentatives de miction par jour, même en l'absence d'envie. Et puis, en fait, comme vous avez monté la prise hydrique juste avant, ben, en fait, ils vont aux toilettes et ils font pipi. Il faut leur montrer comment bien faire pipi, c'est-à-dire on fait pipi, ben, assis, pour les filles ou il y a plein de garçons qui font pipi assis. C'est on descend bien le pantalon, on écarte les jambes pour éviter l'émission vaginale chez la fille, on descend, on se met à l'aise, petit réhausseur. Moi, je reprendrai tout ça après pour le truc missionnel, hein, et on prend le temps de bien faire pipi. Je leur donne un calendrier. Alors, ça, c'est dans ma pratique. C'est pas recommandé de faire un calendrier tous les jours. C'est recommandé de le faire sur 48 heures et c'est plutôt informatique sur le type d'énurésie. Moi, ça fait partie de ma prise en charge thérapeutique, parce que je trouve que dire à un enfant: «Va faire pipi» même quand tu as pas envie toutes les 3 heures, en fait, c'est comme, lui dire, bah: «Va te brosser les dents, 3 fois par jour». Bah, en fait, si vous lui dites pas à chaque fois de le faire, ça va pas marcher. Donc moi, je leur fais remplir un calendrier où je les fais cocher à chaque fois qu'ils ont fait pipi.
ils mettent une croix qu'ils ont pardon, pas justement, pas à chaque fois qu'ils ont fait pipi, ils mettent une croix à chaque fois qu'ils sont allés aux toilettes, qu'ils aient fait ou pas pipi. Et après, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme votre sweatshirt, hein. Si vous cochez sur votre sweatshirt, vous perdez du poids. Si vous ne le cochez pas, vous perdez pas. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de cocher, ça les conditionne au fait et après c'est vraiment du conditionnement. Au bout d'un moment, vous pouvez arrêter le calendrier émissionnel et ils ont cet automatisme d'aller faire pipi et je trouve, de mon expérience, ça c'est pas dans la littérature, mais de mon expérience, je trouve ils s'habituent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus conditionnés au fait d'aller uriner même en l'absence d'envie, quand ils ont bien fait ces croix à chaque fois qu'ils y sont allés. Donc je leur dis, soit ça faut être des photocopies de ça, il y en a qui s'en fichent, qui prennent ça dans le cartable, soit ils font des petits cahiers, les filles, elles font des trucs très girly avec des paillettes et tout. Peu importe, en fait, je veux juste qu'ils changent de ligne chaque jour et qu'ils mettent une croix quand ils sont allés aux toilettes. Au total, il doit y avoir 8 croix sur la journée et aussi, il faut qu'ils marquent les fuites le jour, la nuit. Donc ils ont des codes couleurs, des cœurs, des paillettes, des trucs rouges, jaunes, enfin peu importe. En fait, je leur dis: «Tu fais ce que tu veux» et en fait, c'est bien aussi qu'ils se l'approprient, ce petit carnet ou ces petites feuilles. Parce que ça fait partie, en fait, c'est quelque chose qui doit être un peu ludique, hein, parce que si c'est vraiment aussi chiant que, ce que vous voyez là, enfin, c'est pas un truc que les enfants ont envie de s'approprier forcément. L'idéal, c'est d'avoir vraiment un truc qui est à eux, où ils font des dessins, où ils mettent des couleurs, voilà. Ça fait partie aussi de la thérapeutique, de rendre la chose ludique. Parce que c'est un travail de longue haleine, hein, la prise en charge de l'énurésie. Voilà, une fois que vous avez mis en place cette phase socle, cette base de la pyramide, et que ça n'a pas suffi, donc 80 des monosymptomatiques, beaucoup plus des non symptomatiques, vous passez au traitement. Donc dans les traitements, il y en a plusieurs, enfin 2 principaux. Il y a les alarmes nocturnes et le mini-rein. Donc pour les alarmes, en fait, le principe, c'est du conditionnement, hein. C'est comme moi avec mes croix à Weight Watchers, là, c'est du conditionnement. C'est, d'associer, le réveil à la sensation de vessie pleine. En gros, au départ, il y a un peu de goût d'urine, c'est détecté, ça sonne, ça réveille toute la famille sauf lui. Il faut prévenir la famille de ça et puis petit à petit, ça va associer donc les premières mix enfin le 1 goutte au réveil et ouais, au bout d'un moment, finalement, ils vont se réveiller avant juste au moment de la première goutte, puis avant la première goutte. C'est du conditionnement pur et simple. Ça marche vraiment bien, donc dans des patients, spécifiques. Donc c'est, de façon logique, les petites capacités, et donc dès que la vessie va être suffisamment remplie, enfin, par la diminution de la capacité vésicale fonctionnelle, hop, ça va sonner, ça va les réveiller. Donc ça leur apprend en fait à se réveiller, quand ils ont envie de faire pipi la nuit et ça marche particulièrement bien sur les énurésies, pardon, fréquentes. C'est hyper important d'avoir une participation parentale parce que le père ou la mère qui pète un câble au bout d'une semaine de l'alarme qui sonne avec l'enfant qui se réveille pas, ça peut pas marcher. Il faut vraiment leur expliquer que ça prend du temps et que l'enfant il fait pas exprès de pas se réveiller, qu'il a un sommeil très profond et que voilà, il faut accepter, cette période qui doit être vraiment très chiante, je reconnais, d'alarme qui sonne la nuit, toutes les nuits. Le délai d'action, il est d'environ 2 mois, donc quand même, c'est quand même assez court. On se dit qu'on l'arrête au bout de 14 nuits sèches consécutives et la rechute, elle est de 12 à 30. Bon, ça paraît beaucoup comme ça, en pratique, c'est quand même mieux que le mini-rein. Ça rechute moins, hein, enfin les enfants rechutent moins après l'alarme. Donc, en résumé, l'alarme, c'est du conditionnement. Il faut que les parents soient d'accord, sinon ça ne va pas marcher. Ça marche plutôt bien. Ça marche bien sur les petites capacités, ça marche bien sur l'énurésie fréquente, la rechute, elle est certes là, mais pas très importante. Le mini-rein. Ah, une question. Ah, on revient sur les alarmes. Est-ce que les alarmes se prescrivent? Est-ce que les alarmes se prescrivent? Oui, alors vous prescrire, oui, pardon, c'est vrai qu'à chaque fois parce que j'ai oublié de le dire là, mais parce que je fais exprès de mettre la pub, qui avec le prix marqué, c'est hyper cher, les alarmes, donc c'est aussi ça dans le quand je dis participation parentale, merci de l'avoir souligné parce que normalement je dois le dire à cette partie-là, j'ai un peu zappé ça, mais c'est très la participation parentale, elle doit être sur l'affectif et elle doit être aussi financière. Parce que c'est cher. Donc ça vous pouvez le prescrire. Il y a des pharmacies, qui sont en partenariat et qui le proposent, mais il y a forcément un dépassement.
Peut-être qu'il y a certaines mutuelles qui le prennent en charge. Sinon, je dis aux patients, ben, malheureusement, Amazon. Après, il y a certains sites français où c'est du matériel d'un peu plus qualitatif. En plus, c'est pas Amazon, c'est quand même mieux. Mais du coup, ben, enfin, honnêtement, c'est 200 €, quoi. Je pense qu'il faut compter pour l'alarme. Parce qu'en plus, donc il faut acheter l'alarme, il faut acheter le sous-vêtement où vous mettez le petit, la petite, détecteur là, donc c'est cher. Mais des fois, je le prescris parce qu'il y a certaines pharmacies, qui peuvent et au moins aider la famille à l'obtenir parce que commander, trouver, tout ça, c'est toujours un peu laborieux. Comment ils se prescrivent? Bah, alarme nocturne pour énurésie, quoi. Voilà. Si échec, si récidive, on réessaie avec les alarmes ou on passe à un autre papier? Ah oui. Alors, si échec, est-ce qu'on réessaye? Enfin non, du coup, si récidive plutôt. Parce que si échec, ça, je vais vous en parler après. Si rechute, ouais, moi, je dis: «Bah, recommencer» et puis je fais un peu plus longtemps, puis je réessaye d'arrêter, puis bon, voilà. Bon, après, c'est très codifié pour le traitement initial, c'est très codifié pour l'échec. Après, la rechute après traitement, c'est un peu, de la petite, cuisine, quoi. Mini-rein. Alors, contre-indiqué avant 6 ans. Sincèrement, de mon expérience, ça m'arrive quand même régulièrement d'avoir des enfants qui arrivent pour énurésie déjà à 5 ans, avec échec du mini-rein. Alors non, vraiment, déjà l'énurésie, c'est normal jusqu'à 6 ans, enfin du coup 5 ans inclus, donc jusqu'à 6 ans et vraiment mettre du mini-rein à un enfant de 4-5 ans, ça me semble, pas du tout enfin déjà, bon, c'est contre-indiqué, c'est pas dans les AMM, donc voilà. Pas de mini-rein avant 6 ans. Ça marche surtout pour les polyuries, bah, ça paraît logique, hein, du coup diminuer le volume d'urine. Ça marche bien sur ceux qui sont plus âgés et sur les énurésies moins fréquentes pour, le taux d'efficacité qui est, au mieux, donc 60 à 70 à 6 mois, donc c'est un poil moins, mais quand même c'est plutôt pas mal, par rapport à l'alarme, mais c'est pareil en fait, c'est du coup, il faut le mettre au bon patient. Donc pour les polyuries nocturnes, pour les patients un peu plus âgés, pour les moins fréquents. Et aussi pour les parents où vous voyez que l'alarme, ça va pas marcher, soit financièrement, soit au niveau, réveil nocturne. La rechute, elle est moins importante, que pour, elle est plus importante, pardon, que pour l'alarme, donc elle peut aller jusqu'à 80 de rechute. Alors ça, pour le coup, autant, l'alarme, bah, vous pouvez prescrire, mais c'est pas remboursé, donc c'est pas tellement une prescription. Autant le mini-rein, ça se prescrit et je pense qu'il faut faire hyper attention sur la façon de le prescrire parce que c'est l'hormone antidiurétique, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment le marquer noir sur blanc. Donc, comment ça s'administre? Donc, c'est du mini-rein Melt, c'est 120 microgrammes la dose de départ. C'est une prise le soir au coucher. Il faut augmenter, donc il y a un effet, tous les enfants ne sont pas sensibles à la même dose. Il faut trouver la dose minimale auquel l'enfant répond. Donc, c'est 120 microgrammes. Si au bout d'une semaine, il n'y a pas de réponse, vous augmentez par palier de 60 microgrammes, donc 120 microgrammes, 180, avec un maximal à 240 microgrammes. Et ce qui est fondamental à dire, c'est qu'on n'a pas le droit, donc on revient au fait que c'est indispensable d'avoir respecté les règles diététiques de base au départ, on n'a pas le droit de boire 1 heure avant et 8 heures après la prise. C'est dangereux, donc moi je leur fais peur, hein, rétention, œdème cérébral, bon après je sais pas s'il y a vraiment, des choses graves qui sont arrivées sous Minirin, mais je enfin, logiquement, c'est une hormone antidiurétique, on ne boit pas 1 heure avant, 8 heures après et il faut le marquer noir sur blanc et du coup, on ne peut pas prescrire du Minirin sans avoir un enfant qui respecte parfaitement les règles de base. Donc le Minirin en première intention à 4-5 ans, je pense que c'est dangereux. On l'arrête si pas efficace après 4 semaines à 240, hein, voilà, s'il y a pas d'efficacité, vous l'arrêtez. Si la réponse elle est complète ou partielle, il y a des enfants qui répondent partiellement, c'est déjà mieux que rien. On essaye d'arrêter au bout de 6 mois et on fait enfin, bon alors normalement, logiquement, c'est des diminutions progressives, donc vous diminuez par palier de 60 microgrammes comme ça a été monté et après vous faites un jour sur 2. En pratique, moi, quand ils ont bien répondu, je leur dis: «Arrêtez pour voir». Et si ça récidive, du coup, je le reprends un peu, puis je refais une décroissance. Parce qu'en fait, finalement, il y en a qui récidivent pas à l'arrêt complet brutal, ça permet de pas passer 1000 ans avec ce mini-rein, bon, je suis pas très fan du mini-rein, comme vous voyez.
Bon, pour ce qui est des chiffres, donc le mini-rein répond bien. Donc c'est 50 réponse complète, 30 réponse partielle. Donc il y en a que finalement que 1 sur 5 qui vont pas, répondre quand il y a une polyurie nocturne. L'alarme, c'est pas rien, hein, quand même l'alarme, même sur une polyurie, c'est quand même 36 de réponse complète, 20 de réponse partielle. Quand il y a pas de polyurie, bah, c'est sûr que le mini-rein répond moins bien, ça paraît logique parce que c'est ce qu'il traite, mais il y a quand même 30 d'enfants, qui répondent complètement, 20 partiels et bien sûr l'alarme va beaucoup mieux marcher bien sûr sur les, quand il y a pas de polyurie avec, 60 de succès complet, 20 de partiels. Quand ça marche pas, ce qui marche encore mieux, c'est les traitements combinés. Donc vous pouvez, combiner, le mini-rein aux anticholinergiques quand il y a une efficacité donc, soit pas d'efficacité, soit partielle. Vous pouvez ajouter, donc enfin, soit il y a pas d'efficacité au mini-rein, soit vous l'arrêtez et vous passez à l'alarme, soit il y a une efficacité, soit pas pardon. Soit il y a pas d'efficacité et vous voulez essayer l'alarme, soit le patient n'est pas, sujet pour l'alarme pour, toutes les problématiques que je vous ai dites, notamment parentales, ou que la réponse a été partielle. Dans ce cas-là, vous pouvez ajouter un traitement, au mini-rein. L'anticholinergique, classiquement, oxybutynin, ditropan, 0,3 à 0,4 mg par kilo par jour, 1 heure avant le coucher. Ça marche si c'est monosymptomatique. 1 heure avant le coucher. Si c'est non monosymptomatique, on revient au trouble missionnel et dans ce cas-là, vous pouvez le laisser sur la journée. Délai d'action 1 ou 2 mois et ça par contre, c'est mieux quand même de l'arrêter progressivement. Ça augmente nettement le taux de succès et surtout, ça diminue le taux de rechute. Par contre, c'est un anticholinergique, donc il faut contrôler une débimétrie. À mon sens, c'est difficile de ne pas contrôler l'absence de résidus post-missionnels parce que là, vous allez un peu, rendre la vessie, très feignante. Et je trouve ça bon, voilà, c'est facile là pour moi de dire parce que j'ai accès à la débimétrie ou alors, faire une écho à la recherche d'un résidu post-mictionnel peut-être en externe, ça peut être une alternative à la débimétrie. Mais en tout cas, il faut contrôler parce que les anticholinergiques, bah, ça peut engendrer un résidu post-mictionnel, important, hein. Donc pour ce qui est des chiffres toujours, donc l'efficacité entre le mini-rein et l'alarme, non, il y a pas de différence parce que ça dépend des patients en fait. Il faut que le bon traitement au bon patient. Mini-rein plus alarme, ça marche mieux que mini-rein seul, donc vous pouvez tout à fait aussi associer les 2 traitements. Mini-rein plus alarme, ça marche aussi mieux que l'alarme seule, donc en fait, les 2 ensemble marchent mieux que chaque traitement seul et le pour le taux de c'est bon ça c'est pour le taux de récidive effectivement, les patients sous mini-rein récidivent plus que les patients sous alarme. Donc pour les traitements combinés, c'est soit alarme et mini-rein, soit mini-rein et anticholinergique. Pourquoi pas alarme et anticholinergique, mais c'est moins classique. Alors, est-ce que c'est embêtant de laisser le mini-rein sur 1 ou 2 ans? Alors, en traitement continu, je ne vois pas la logique parce que classiquement, normalement, il faut arrêter après 3 mois d'efficacité, enfin essayer d'arrêter. Donc logiquement, en fait, il faut essayer d'arrêter et vous pouvez reprendre en cas de récidive. Donc si au total, entrecoupé d'arrêts, vous avez 1 an au total de traitement, non. Si quand il est sous mini-rein, il est propre et puis dès que vous l'arrêtez, il récidive, bon oui, vous pouvez, mais il faut quand même pas le laisser enfin, il faut essayer d'arrêter régulièrement. Parce que, il y a la récidive, elle est pas, c'est pas 100. Donc en fait, à chaque fois que vous réessayez d'arrêter, vous avez des chances qu'il ne récidive pas. Il y a quand même 15 d'amélioration spontanée, par an, donc vous avez aussi la possibilité d'être arrivé aussi à l'âge où il arrêterait. Enfin, il faut en tout cas, ça me choque pas de laisser 1 an du mini-rein. Ce qui me choque, c'est de ne pas avoir essayé de l'arrêter avant les 1 an. Quels sont les Oui, les effets secondaires du mini-rein, oui, ça inquiète les parents, ils ont raison parce que ça fait du coup une surcharge hydrique, c'est une hormone antidiurétique, et donc l'effet secondaire, alors il doit y avoir des effets secondaires systémiques que je connais pas.
Probablement qu'il doit y avoir des trucs, digestivaux, je sais pas trop. Possiblement, il doit y avoir d'autres effets secondaires, mais moi je parle d'un principalement, qui est la surcharge hydrique, et donc l'œdème cérébral, quoi. L'œdème du poumon, l'œdème cérébral, enfin, voilà. C'est un traitement féroce, oui. Ouais, ça marche pas. Ouais, c'est le seul, traitement, du mini-rein là actuellement recommandé, c'est le mini-rein MELT. C'est le seul qui est donc a prouvé son efficacité, dans la littérature. Alors, dans les traitements, il y a une autre question. Est-ce Oui? pertinent de faire séquentiel pour la semaine et pas le week-end? Non, mais alors, donc la question c'est est-ce qu'on peut faire des traitements séquentiels la semaine et pas le week-end? Bah, en tout cas, ça n'est pas décrit dans la prise en charge et ça n'a pas été évalué en termes d'efficacité. En plus, je comprends pas trop la logique. En fait, le fait d'arrêter régulièrement le mini-rein, c'est pour voir si, on a traité l'énurésie. Le faire une fois oui, une fois non, je dirais que non. Mais bon, pourquoi pas après, bon, pourquoi pas. Je dirais qu'en tout cas, ça n'a pas été évalué. Donc s'il y a un résidu post-mictionnel après traitement anticholinergique, est-ce qu'on doit l'arrêter? Oui. Parce que là, vous allez passer d'une problématique qui est donc pseudo-physiologique, hein, comme je vous ai dit, de l'énurésie qui est pas une vraie maladie en soi, à une problématique, plus importante. Parce que si vous avez créé un résidu post-mictionnel, c'est quand même, vous allez rentrer dans le spectre des troubles mictionnels, c'est dommage. Alors, je suis obligée de parler d'un traitement combiné qui a montré son efficacité, publié, c'est les antidépresseurs tricycliques. L'imipramine. Donc c'est un effet anticholinergique, antispasmodique. Ça améliore la vidange vésicale. Ça a un succès de 40. Il y a quand même pas mal de rechutes à l'arrêt, mais alors, il y a une toxicité cardiaque et hépatique qui moi je n'ai jamais prescrit d'antidépresseurs tricycliques dans l'énurésie. Je pense que quand vous avez un adulte qui est en échec de toutes les thérapeutiques, peut-être que vous avez envie, voilà, de l'aider, je comprends. Moi, chez l'enfant, pour moi, c'est vraiment un traitement de dernier recours, je recommande pas. Mais, ça a l'air d'être efficace. Une question? Oui? Ah, anticholinergique. Les fonctionnels persistants après arrêt des anticholinergiques. C'est possible ou pas? Est-ce qu'un résidu post-mictionnel peut persister après l'arrêt des anticholinergiques? Alors, si c'est le cas, c'est qu'il était là avant l'anticholinergique. L'anticholinergique, c'est une durée de vie, assez courte, hein, donc normalement, si le responsable du résidu, c'est l'anticholinergique, normalement, ça doit s'améliorer à l'arrêt. Mais comme on ne fait pas de débimétrie forcément avant, on ne va pas trop savoir si c'était pas là avant. En tout cas, moi, dans ma structure, je fais une débimétrie avant de débuter un traitement anticholinergique. Parce que d'ailleurs, je ne mets pas en place un anticholinergique sans avoir vérifié qu'il n'y avait pas de résidu post-mictionnel à la base. Alors dans les traitements combinés, alors ça me déçoit un peu parce qu'autant, bon, je suis pas très fan, minirin, antidépresseur, mais autant, la neurostimulation tibiale postérieure, moi j'adore. J'y reviendrai parce que ça a montré son efficacité dans les troubles mictionnels, mais ça n'a pas montré son efficacité dans l'énurésie, monosymptomatique. Ça peut être associé, quand c'est publié, c'est associé à la rééducation de base. Voilà, bon, enfin, c'est pas actuellement, vu les données de la littérature, on ne peut pas recommander la neurostimulation tibiale postérieure dans l'énurésie, monosymptomatique. Pareil pour hypnose, acupuncture, tout. Ceci étant, pour toute cette page, contrairement à la page précédente, au pire, peut pas faire de mal. Alors, pour revenir aux recos, donc ça c'est, EAU, SPU pour faire un petit résumé. Donc vous avez un enfant de plus de 5 ans, attention, d'ailleurs là ils mettent supérieur ou égal, pour moi ça serait supérieur strict, avec une énurésie nocturne.
Il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de symptômes diurnes parce que sinon vous basculez dans le non monosymptomatique et c'est électromissionnel dont on parlera après. Il faut bien les examiner et pas hésiter à faire une analyse d'urine si vous avez un doute sur un syndrome polyurédipsique. Il faut avoir 2 jours de calendrier mictionnel pour voir la répartition des boissons la journée, le régime mictionnel la journée. Il faudrait en théorie, c'est dans les recos, mais sincèrement en pratique c'est vraiment difficile à avoir, 2 semaines de volume nocturne pour faire une moyenne, pour évaluer s'il y a une polyurie nocturne. Et si vous avez un point d'appel, du coup, vous basculez et il faut réaliser donc la bandelette urinaire, le débimétrie, une échographie, voilà. Il y a plein de choses à faire si vous avez des points d'appel, mais vous n'avez pas d'examen complémentaire en première intention si vous n'avez pas de point d'appel. En première intention, et c'est la barre de départ, c'est les règles génodététiques à mettre en place pendant 1 mois. Et après ça, seulement si l'enfant ou l'entourage souhaite un traitement, alors dans ce cas-là, vous avez soit l'alarme, soit le mini-rein, plus ou moins associé aux anticholinergiques. Et il faut réévaluer régulièrement. Et après, vous pouvez, voilà, tac, tac, ensemble, l'un après l'autre, faire votre petite mixture. Ce qui est important, donc fondamental déjà, c'est 1 mois de règles génodététiques avant toute prise en charge de l'énurésie. Et fondamental de réévaluer. Il faut pas quand ils sont partis dans une thérapeutique, qui se sont tapés l'alarme pendant 3 mois, qui a réveillé toute la maison et que ça n'a pas marché, il faut accompagner ces familles pour leur dire qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses qui marchent et tout ça, parce que c'est quand même un peu déprimant. Donc il faut les réévaluer et leur proposer d'autres thérapeutiques. En plus, c'est quand même rare d'avoir une pathologie avec autant de possibilités thérapeutiques. Et il faut la volonté de l'enfant. Alors, les questions. Donc, est-ce que ça modifie la prise en charge de savoir s'il y a une polyurie nocturne? Oui. J'ai l'impression d'avoir été assez lourde en plus sur ça. Pour les résultats, la polyurie nocturne, classiquement, les patients qui vont bien répondre, c'est ceux qui, c'est au mini-rein. Puisque la logique, c'est de diminuer cette polyurie nocturne, donc le traitement, c'est le mini-rein de référence. Donc ça marche à 50% le mini-rein en réponse complète et à 30% en réponse partielle. Mais malgré cela, l'alarme peut aussi marcher chez ces patients. Donc la question, c'est est-ce qu'un médecin généraliste peut prescrire mini-rein plus anticholinergique? Honnêtement, vous pouvez, enfin, il n'y a pas marqué, vous n'avez pas le droit. C'est vrai que moi, les anticholinergiques, je m'en méfie un peu parce que, comme je disais, vous passez d'une problématique qui est une problématique légère, vous pouvez engendrer quand même une vraie problématique avec la création d'un résidu postmissionnel, des infections, tout ce qui va avec. Donc, moi, ça ne me choque pas que vous prescrivez des anticholinergiques, mais je pense qu'il faut avoir au mieux une débimétrie ou au moins une échographie avec vérification de l'absence de résidus postmissionnels. Il faut le contrôler après. Sincèrement, effectivement, quand vous et puis surtout si vous êtes en échec de mini-rein seul, je dirais que, sincèrement, un avis spécialisé peut tout à fait être, enfin, ça me paraît logique d'adresser. Mais encore une fois, si vous vous sentez différemment, il y a pas de restriction. Mais ça me paraît même moi honnêtement, ça me perturbe pas de voir ces patients après échec de la rééducation de base, hein, pour la mise en place du mini-rein. Parce que si vous mettez en libéral le mini-rein en place, il faut vraiment respecter les consignes de restriction hydrique. Du coup, j'avais fait des petites, je le fais ça à chaque fois sur, des questions-réponses des patients, sur, ce qu'ils peuvent vous poser comme question et ce qui revient assez régulièrement. Voilà et ça, c'est plutôt de la pratique clinique plutôt que du vrai, littérature, enfin evidence-based medicine, quoi. Donc ce qui revient assez régulièrement, c'est: «Il fait exprès». C'est sûr, il fait exprès pour m'embêter parce que, il aime pas aller chez son père, parce que sa mère, elle l'a puni, parce que la grand-mère je sais pas quoi. Non, il ne fait pas exprès. L'énurésie est inconsciente. Il ne sent pas qu'il urine. Ça, c'est hyper important à dire, hein. Et j'en reviens encore, je l'ai déjà dit 10 fois, mais c'est hyper important, c'est pas parce qu'il a pas envie d'être traité qu'il fait exprès.
Et d'ailleurs, souvent, ils me disent: «Il fait exprès, c'est sûr. D'ailleurs, quand il va dormir chez machin, il fait pas pipi. Il est allé en classe verte, il a pas fait pipi». Alors là, je je dis à la famille: «Bah, en fait, c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est normal. C'est parce qu'en fait, quand il va dormir chez machin, il a tellement peur de se pisser dessus qu'en fait, il dort très mal et du coup, comme il tombe pas dans son sommeil profond, il a pas cette problématique seuil d'éveil». Donc en fait, c'est sûr qu'un enfant est capable vraiment d'être dans un sommeil, demi-sommeil, inconfortable pour éviter de faire pipi, mais en fait, c'est pas viable et c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a mal dormi, quoi. Autre chose aussi, je lui mets pas la couche, sinon il va s'habituer ou alors encore pire, je lui fais laver les draps pour qu'il comprenne. Donc non, ça sert à rien. Il ne fait pas exprès, donc il faut redire encore, il ne fait pas exprès, donc c'est pas parce que vous lui mettez ou vous lui mettez pas la couche qu'il va ou pas faire pipi, c'est pas parce qu'il a la couche qu'il va, faire le feignant et ne pas arrêter de faire pipi. Non, il ne fait pas exprès, donc mettez la couche. Sincèrement, mettez les couches parce que franchement, il y a des familles qui lavent les draps tous les jours. Non, en fait, bon, s'ils veulent, hein, enfin, il y a pas d'impératif. Mais c'est pas parce qu'il a la couche qu'il va s'habituer, non, et ça sert à rien de lui faire laver les draps. En pleine nuit. Alors les familles où les enfants lavent les draps en pleine nuit, pour qu'ils arrêtent. Ouais, c'est franchement, c'est dur et en même temps, c'est dur aussi pour les familles donc il faut savoir répéter 1500 fois, comme je viens de le faire, que non, il ne fait pas exprès. Alors, il y a aussi plein de familles qui mettent le réveil la nuit. Mais ils en peuvent plus, donc ils arrivent, l'enfant, il est en pleine forme, il en a rien à faire de se faire pipi dessus, lui, il est hyper content, il est en train de jouer, tout ça et il y a les parents et des cernes comme ça, ils en peuvent plus, ils le réveillent 3 fois dans la nuit, bon ça sert à rien. En fait, le conditionnement de l'alarme, c'est du conditionnement associé à l'envie d'uriner, à la vessie pleine et à la miction. C'est pas du conditionné à se réveiller la nuit. Vous ne pouvez pas conditionner quelqu'un à se réveiller la nuit, surtout pas un enfant. Donc ça sert à rien de le réveiller pour lui faire pipi. En fait, il va se rendormir, 1 heure après, il va repisser, enfin donc non, on ne réveille pas un enfant pour qu'il aille uriner en pleine nuit. Et là, je l'ai mis en dernier parce que je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette histoire de est-ce que, ça pourrait pas être parce qu'il y a des violences sexuelles? Bon ça, c'est pas la question des parents en général, c'est plutôt la question des praticiens autour. Alors, c'est décrit. L'énurésie, elle est, plus fréquente chez les enfants qui ont eu des violences sexuelles. C'est classiquement, dans tous les livres, surtout de psychiatrie, un facteur, qui doit faire penser à des violences sexuelles. Alors, jusqu'à maintenant, jusqu'à d'ailleurs une super formation qu'on a eue la semaine dernière sur les violences sexuelles faites aux enfants, pour moi, dans ma tête, c'était uniquement en cas d'énurésie secondaire ou non monosymptomatique. Bah, typiquement parce qu'en fait, ça rentre dans les troubles missionnels qui, eux, effectivement, sont hyper fréquents dans les violences sexuelles. C'est des enfants qui sont constipés, c'est des enfants qui ont des onchoprésies, c'est des enfants qui, ont ce qu'on appelle des périnées bloquées, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus uriner, déféquer, ils ne veulent plus rien faire de leur périnée. Ça, oui, c'est un point d'appel, mais là, dans ce cas-là, c'est ce qui nous saute aux yeux en premier, c'est l'onchoprésie, c'est les fuites urinaires la journée. Voilà, c'est des non monosymptomatiques. Moi, j'avais des problématiques pour comprendre la notion d'énurésie monosymptomatique secondaire à des violences sexuelles et du coup, bah, effectivement, la formation, il y avait comme hypothèse le fait qu'il y avait une régression, du système nerveux, enfin des acquisitions et donc c'était un retour un peu en arrière sur le système nerveux central et du coup, j'imagine sur le seuil d'éveil. Donc c'était un peu, voilà, une régression des acquisitions et un retour en arrière central, du coup. Mais honnêtement, autant je vous dis tout trouble missionnel, onchoprésie, oui, autant l'énurésie, primaire monosymptomatique, bon, c'est quand même anecdotique. Alors, on va passer aux troubles missionnels. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, sur les énurésies? Adressage à un neurologue pédiatre. Adressage à un urologue pédiatre ou un néphrologue pédiatre? Bah, ce que vous voulez, un des 2. Donc là, la question, c'est, les parents réveillent en se couchant l'enfant, pour qu'il aille uriner et comme c'est, et a priori, ça suffit à ce qu'il ait plus d'énurésie? Non. Franchement, réveiller un enfant, à 23, enfin, je
honnêtement, si ça marche, vous n'allez jamais faire changer de façon de faire aux parents. Je trouve ça dur de réveiller l'enfant pour le lendemain, la scolarité, tout l'impact que ça peut avoir. Enfin, c'est quand même pas tout à fait anodin de réveiller toutes les nuits un enfant. Je pense que c'est différent du conditionnement de l'alarme nocturne qui va être arrêté au bout de quelques mois, quoi. Je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux mettre une alarme nocturne. Comme ça, au moins, le réveil, il est au moment où, enfin, ça a une utilité thérapeutique, quoi. En tout cas, le réveil par les parents n'a aucune utilité thérapeutique. Pas de question, c'est bon? Phimosis associée à l'énurésie. Phimosis associée à l'énurésie. Non. Bah, enfin, oui, d'une certaine façon, parce que c'est comme pour le TDAH, c'est la même, c'est le même patient. C'est le garçon de 6 à 8 ans qui a un phimosis physiologique. Donc, c'est juste que c'est le même patient, mais c'est pas, ça n'a pas de lien. Mais contrairement au TDAH, c'est physiologique d'avoir un phimosis. Quel est le volume résiduel normal? Le résidu postmissionnel normal. Alors ça, vous avez tout et son contraire. Donc moi, comme je suis le moins invasif possible avec les enfants et je pense qu'en dehors de pathologie, il faut savoir les laisser tranquilles, la tranche la plus large, c'est 30 c'est beaucoup, hein. 30 du résidu postmissionnel. Les adultes retrouvent plutôt 10-15 donc je pense qu'un juste milieu serait 20. Voilà. Il n'y a pas de choses très, il y a plein de recos, mais qui varient. Donc entre 10 et 30. Sachant qu'une débimétrie ne suffit pas à savoir un résidu postmissionnel. C'est-à-dire vous pouvez faire une débimétrie, il a un résidu à 50 vous faites une débimétrie la semaine d'après, il n'a plus de résidu postmissionnel ou 10. Eh ben, c'est le bien fondé de la débimétrie. Plusieurs débimétries pathologiques ne veulent rien dire. Une seule débimétrie normale exclut tout problème. Donc ça veut dire qu'il faut répéter les débimétries. Un enfant qui pisse sur des toilettes qu'il ne connaît pas avec un truc en dessous, machin, on ne peut pas dire qu'il fasse un pipi tout à fait normal. Au cours de la journée, vous avez des résidus postmissionnels plus ou moins importants. Le premier pipi du matin, classiquement, il y a un résidu postmissionnel qui est plus important parce que vous avez une hypocontractilité vésicale. Enfin, il y a plein de trucs physiologiques qui font que le résidu, il est aussi variable au cours de la journée. Il est variable en fonction des conditions de miction. Donc, il faut répéter cette débimétrie. Donc, bon, ce résidu postmissionnel, il est un peu fictif, je dirais. Enfin, pas fictif. Il donne lieu à plusieurs réévaluations. Et en millilitres, ça donne quoi si on fait une écho et pas une débimétrie? En millilitres, c'est c'est-à-dire combien est un résidu postmissionnel, ça dépend de la miction. Comme c'est un pourcentage par rapport à la miction, c'est comme pour la débimétrie. En fait, le résidu postmissionnel, il est associé à la débimétrie, mais il ne fait pas partie de la débimétrie en tant que chaise avec le récepteur en dessous qui enregistre le débit missionnel. En fait, le résidu postmissionnel, il est calculé entre le volume uriné et ce qui reste dans la vessie. Donc, en fait, ce résidu postmissionnel, il est calculé avec un bladder ou une échographie, c'est une sonde d'échographie, qui vous dit combien il reste dans la vessie et ça se calcule par rapport à ce qui a été uriné. Donc en soi, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir la courbe. C'est pour ça que je dis que si vous n'avez pas une débimétrie, vous pouvez faire une échographie en externe, en libéral, avec résidu postmissionnel, parce qu'il calcule entre le volume avant et le volume après miction. Donc c'est un rapport. Les troubles mictionnels. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'un trouble mictionnel, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est normal. Et surtout chez l'enfant, comme ça évolue énormément en fonction de l'âge, il faut avoir quand même une notion de ce qui est donc une miction normale chez un nouveau-né. Le nouveau-né urine par un fonctionnement réflexe médulaire. Une boucle réflexe. Stimulus, miction, stimulus, miction, stimulus, miction. C'est à peu près une fois par heure jusqu'à 6 mois. Qu'est-ce qui déclenche ces mictions? La proprioception. Donc la vessie se remplit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide. Et vous pouvez avoir aussi des stimulus par stimulation cutanée. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous ouvrez une couche, le petit garçon vous pisse dessus, ou la petite fille aussi, mais c'est moins gênant du coup. C'est une stimulation cutanée. Le froid, la palpation, vous avez toutes ces stimulations. C'est normal.
Vers 1-2 ans, vous avez une myélinisation des fibres nerveuses et puis vous avez surtout donc ça accélère un peu le système et vous avez une intégration du réflexe mictionnel au niveau du tronc cérébral. Donc vous commencez à avoir un contrôle central. Il y a environ 10 à 15 mictions par jour à 1 an, 8 à 10 mictions par jour à 2-3 ans. Donc, vous savez le nombre de consultations que j'ai pour polyurie avec des enfants qui font pipi 10 fois par jour, en fait, à 2-3 ans, c'est normal qu'un enfant ait tout le temps envie d'aller faire pipi. Parce qu'il a une petite miction, il a un truc qui n'est pas super bien contrôlé, ça montre au niveau du tronc cérébral, mais c'est pas nickel. Et du coup, il fait plein de mictions qui sont sensibles au stimulus. C'est pour ça que la propreté, elle est uniquement vers 3 ans. Parce que jusque-là, l'intégration, elle n'est pas corticale. À partir de vers 3 ans, et ce sur un continuum jusqu'à 5-6 ans, vous avez l'intégration des contrôles supramédulaires inhibiteurs, donc cortical, avec l'intégration du système limbique et du système cortical. Donc, cette maturation de la vessie, elle se fait jusqu'à l'âge de 5-6 ans de façon physiologique. Et vous avez une transition qui est vraiment propre à l'enfant, qui est cette période de dysynergie vésico-sphinctérienne. Pardon, c'est ma diapo d'après, je suis désolée. Donc, à partir de 5-6 ans, la fonction vésicale, elle se fait par synergie vésico-sphinctérienne. C'est vraiment une coordination avec des systèmes de contrôle, de régulation et de stimulation qui sont corticaux, qui permettent d'avoir une phase de remplissage où vous avez donc les urines produites par les reins qui arrivent dans la vessie. Ce remplissage doit être fait à basse pression. Le sphincter doit être tonique pour éviter que ça coule et le détrusor doit se relâcher pour permettre cette phase de remplissage avec une continence au moment de la phase de remplissage. Au moment de la vidange, qui du coup est volontaire chez l'enfant de 5-6 ans, puisqu'elle est intégrée avec un système suprapontique, la vidange, elle est volontaire, elle doit être complète et en fait, elle consiste en un abaissement du tonus sphinctérien, paf, on ouvre en dessous et on contracte le détrusor. C'est ça la synergie vésico-sphinctérienne. Vous avez un fonctionnement qui est sous le contrôle du système nerveux autonome et sympathique de ces deux systèmes qui est le sphincter et le détrusor. Donc, vous avez des problèmes dans les troubles mictionnels. Il faut individualiser à quel moment survient ce trouble mictionnel, à quel moment du fonctionnement normal de la vessie il y a un problème. Est-ce que c'est au moment du remplissage, au moment c'est un problème sur le réservoir, ou est-ce que c'est un problème sur la vidange? Sur les problèmes de réservoir, c'est très codifié toujours sur les CCS. Vous avez donc l'incontinence qui est la fuite urinaire non volontaire. Elle peut être diurne, nocturne, elle peut être continue. Alors une incontinence continue, c'est pas on vous dit tout le temps la culotte mouillée. Non, ça veut dire, ça veut pas dire que c'est continu. Ça veut dire qu'elle fait pipi, elle a plusieurs fuites dans la journée. La continue, c'est que vous examinez et vous voyez que ça coule. Ça, c'est une incontinence continue. Et ça, c'est une uropathie malformative, hein. Donc ça, c'est la vie spécialisée directe. Et où elle peut être intermittente. Après, vous avez l'urgenturie, qui est le besoin irrépressible d'aller vider sa vessie. Très, 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 très envie de faire pipi d'un coup, il faut absolument faire pipi. Vous avez la pollakiurie, qui est le fait de faire pipi plus de 8 fois par jour, qui est différent de la polyurie, qui est le volume de miction. La pollakiurie, finalement, c'est des petites mictions, trop de fois. La polyurie, en fait, c'est adapté. En fait, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'urine produite et donc il faut les vider plus régulièrement. Et la nicturie, comme je vous disais, c'est le fait de se lever plus d'une fois par nuit pour aller faire pipi. Toutes ces définitions, on est d'accord, je le redis toujours, c'est après 5-6 ans. Parce que tout ce que je viens de vous dire, du coup, c'est normal avant 5-6 ans. Ça fait partie du développement, des acquisitions, de la miction. Et d'ailleurs, on dit 5-6 ans, ça c'est comme le film Moses, on dit normal jusqu'à 6 ans, et on dit aussi que c'est normal jusqu'après. Parce qu'en fait, on dit 5-6 ans parce qu'on dit que c'est la maturation vésicale, mais en pratique,
c'est même après parce que, ben, chacun son rythme. Ce que j'ai dit aux parents, en fait, chacun son rythme et donc, ben, vous avez des en il y a quand même pas mal d'enfants, c'est 10-15 des 6-8 ans qui ont des fuites. Est-ce qu'on peut dire que 10 à 15 des enfants ont une pathologie? Je suis pas sûre. Je pense qu'ils ont encore des fuites, en fait et il y a 50 des enfants qui sont en CP qui ont des troubles missionnels. Donc, tous ceux-là, là, pollacurie, fuite, tout ça. Donc en fait, c'est 5-6 ans parce qu'il y a un truc arbitraire. En pratique, des fois, chacun son rythme, hein, c'est un peu plus et après vous avez les problèmes de vidange et donc ça, c'est les syndromes dysuriques. Donc c'est miction hachée, plusieurs pipis, enfin, il s'arrête, il repart, il s'arrête, il repart. Il a du mal à débuter la miction, il a besoin de pousser pour faire pipi ou alors c'est un jet faible, des petites gouttes. En fait, je me rends compte que cette diapo, je suis désolée, donc il y a une petite erreur, cette diapo, elle devait être avant. Donc quand je vous parle de la synergie vésico-sphinctérienne, il faut faire attention à une période critique. Donc vous avez donc le bébé, il pisse tout le temps, il a un truc, médulaire, tac, 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 arc réflexe. Un peu plus grand, ça commence à s'intégrer, il fait un peu moins pipi, il commence à sentir un peu. 5-6 ans, il sent, il a une vidange, volontaire, il a une synergie vésico-sphinctérienne. En pratique, cette transition, elle est pas parfaite. C'est pour passe pas de, il y arrive pas. Il y a pendant toute une période une dysfonction, vésico-sphinctérienne qui est en lien avec l'âge. Une C'est-à-dire que vous avez une synergie qui est pas parfaite entre, le relâchement du sphincter et la contraction vésicale. Typiquement, chez l'adulte, ça, c'est vessie neuro plus, hein, le fait de ne pas relâcher son sphincter quand on contracte son détrusor. On a une période un peu chez l'enfant où c'est physiologique, où en fait, avant que tout ça soit parfaitement bien mis en place, bah, c'est comme l'acquisition de la marche, hein, il fait pas un marathon juste après être, à 4 pattes. Ben, il se lève, il tombe, il se relève, enfin, voilà. C'est de l'acquisition neurologique, c'est pas parfait et donc il y a toute une période où c'est transitoire. C'est sûr que si c'est permanent, après c'est pathologique. Mais il faut tolérer ces petits jets, il fait pipi, il s'arrête, il essuie, tout ça. C'est une période de transition. Les troubles mictionnels de l'enfant, donc que ça soit commun n'importe quelle phase, j'y reviens, donc il y a la phase de remplissage, la phase de vidange, peu importe en fait, l'énurésie même, parce que du coup non monosymptomatique. L'interrogatoire, il est commun, l'examen clinique, il est commun, parce que c'est les mêmes on va rechercher la même chose. Déjà bon, motif de consultation, il faut déjà, nous, quand même savoir qu'est-ce qu'on est dans la phase de vidange ou la phase de remplissage, quelle est la symptomatologie, quelle est la gêne. Il faut savoir poser la question: «Il fait pipi au lit la nuit, il y a que ça qui les dérange, mais ça ne le gêne pas qu'il fasse, pipi aussi la journée». Finalement ça il faut savoir poser les questions sur nuit, jour, les fuites, l'impériosité, l'attitude rétentionniste. Les antécédents familiaux toujours. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers? Est-ce que voilà, il y a des problèmes de neuropathie diagnostique anténatale? Enfin voilà, ça c'est des trucs généraux. Développement psychomoteur, bon moi je reviens à la seule chose que je comprends, c'est l'âge d'acquisition de la marche, mais j'imagine que vous en libéral, vous avez bien d'autres questions beaucoup plus, pertinentes. Moi je m'arrête à celui-là. L'acquisition de la continence diurne, l'acquisition de la continence nocturne. Il faut moi je pose toujours la question de savoir si, l'enfant a été forcé à la propreté. S'il y a eu ce qu'on appelle le toilet training là, s'ils ont été conditionnés à la propreté. Pourquoi? Alors, ça c'est pareil, on n'est pas tous d'accord sur ça. Il y a certaines études, chinoises par exemple, qui disent que genre un enfant qui, est propre, après 1 an, c'est un facteur de risque de troubles missionnels. Bon, après 1 an, ça me paraît bon, voilà. Mais en tout cas, moi, ma pratique et mon expérience personnelle et qui est quand même partagée, par, plein d'autres collègues, c'est que la propreté, c'est une acquisition, c'est comme la marche en fait, c'est justement l'intégration de tout ce que j'ai expliqué avant, c'est une intégration du système, nerveux central à et donc ça ne s'apprend pas. Ce qui s'apprend par contre, c'est à se retenir. Et la propreté, ce n'est pas de se retenir. La propreté, c'est la synergie vésico-sphinctérienne, c'est ça la propreté. Et donc quand vous apprenez à un enfant à être propre, vous lui enlevez la couche, vous le mettez sur le pot en disant: «Tu es pas propre, tu veux faire pipi, hein». En fait, vous lui apprenez à serrer son périnée. Ça marche aussi, hein, de serrer son sphincter externe, hein, mais ce n'est pas une synergie vésico-sphinctérienne satisfaisante. De mon expérience, ça engendre des problématiques, de constipation, ça c'est sûr, ça c'est même prouvé dans la littérature pour le coup. Mais comme la constipation engendre des troubles missionnels et qu'à mon sens aussi, c'est pas une miction satisfaisante dans son fonctionnement physiologique,
il est important de savoir si, à 8 mois, on les a mis sur le pot, quoi. L'interrogatoire aussi, il est fondamental pour tous les troubles mictionnels, c'est donc je rabâche ça auprès des internes constamment, c'est la constipation. C'est hyper important d'avoir une évaluation du fonctionnement anorectal. Il faut savoir si l'enfant est constipé et la constipation, c'est de diminuer la fréquence ou d'avoir des difficultés d'exonération. J'y reviendrai après avec le score de Bristol. Vous pouvez avoir un enfant qui fait caca tous les jours, mais qui est constipé, hein. L'autre interrogatoire, c'est les habitudes mictionnelles et la prise de boisson. C'est sûr qu'un enfant qui fait pipi 2 fois par jour ou un enfant qui boit, uniquement, 1 verre d'eau le soir quand il rentre de l'école, c'est important de savoir. Et surtout pour ces 2 facteurs, donc la constipation et les habitudes mictionnelles et de prise de boisson, il ne faut pas se satisfaire de, bah, il boit normalement ou il fait caca normalement. Alors le normal et tout est relatif dans le normal et en plus je vous ai dit qu'il y avait vraiment des histoires familiales pour tous les troubles mictionnels et les constipés et tout ça et donc du coup, il faut absolument vous pouvez pas vous fier au «c'est normal». Il faut des choses, factuelles, d'où la score de Bristol que je vous montrerai tout à l'heure, d'où le calendrier mictionnel. Rassurez-vous, dans 95 des cas, les troubles mictionnels, c'est fonctionnel. Vous faites de la rééducation, ça va passer. Il faut faire attention aux 5 qui sont organiques et il faut savoir les rechercher. Comment? Beh, déjà, rechercher une cause organique. Il faut aller au sens des petites lèvres. Il faut organiser et examiner les périnées. Malformation, des organes génitaux externes. Si vous avez une voussure suspubienne avec un aspect bizarre des petites lèvres, est-ce que c'est pas un épispade? Si vous avez un écoulement continu des urines quand vous examinez un périnée, est-ce que ça coule pas? Est-ce que c'est pas une neuropathie malformative? Est-ce que vous avez des signes en faveur d'une vessie neurologique, pied creux, dysgraphisme? Est-ce que vous avez une sténose du méa? Typiquement chez le garçon, sténose du méa post-circoncision. Donc il faut examiner et rechercher une cause, organique qui est soit évidente. Pareil, c'est évident sur, bah, vous avez un intestin de méningocèle où il y a un traumatisme, les IMC, enfin, vous avez des choses évidentes, de points d'appel de vessie neurologique, mais vous avez aussi des choses qu'il faut un peu chercher. Sur le dysgraphisme, par exemple, spinal fermé, même chose que tout à l'heure, les fossettes, les poils, les taches, les déviations du sillon interfessier. Et après aussi, vous avez alors ça c'est difficile, hein, parce que on a beaucoup de difficultés à faire ces diagnostics. Des, vessies non neuro, donc c'est-à-dire des vessies qui se comportent comme des vessies neurologiques, mais, sans substrat neurologique, donc sans anomalie médulaire. C'est le syndrome de Inman qui là, pour le coup, est un vrai point d'appel sur des maltraitances. Syndrome de Ochoa que vous avez là avec le sourire, inversé. Bon, syndrome de régression caudale, vous avez un aspect bizarre du sacrum, vous faites une radio, vous ne voyez pas. En tout cas, il faut faire attention aux tous les tableaux qui sont un peu bizarres, les trucs qui ne sont pas tout à fait comme d'habitude et surtout si vous avez, une encopresie associée. Ça, c'est pour les points d'appel de vessie neurologique. Après, on cherche aussi tout ce qui favorise, sans que ça en soit la cause, tout ce qui favorise. Je ne parle que de ça, mais c'est en fait, je suis urologue pédiatre et je prescris du Forlax, mais cause, le fonctionnelle favorisante, mais hyper important de tous les troubles mictionnels de l'enfant, c'est la constipation. Et il faut aussi, toujours j'en reviens sur, le périnée, il faut rechercher des inflammations locales. Vous pouvez avoir des oxyurioses, vous avoir des lichens qui font des troubles mictionnels chez la petite fille et aussi chez le petit garçon, puisque le lichen du gland peut faire des sténoses du méa. Enfin, donc examiner, rechercher des choses favorisantes, examiner les périnées. Donc ça, c'est pour interrogatoire, examen clinique. En gros, l'interrogatoire et l'examen clinique visent à savoir, est-ce que c'est quelque chose de fonctionnel? Est-ce que c'est quelque chose d'organique avec en tête sur l'organique vraiment la vessie neurologique? Et après, rechercher les facteurs favorisants. Une fois que vous avez ça, du coup, on va juste les détailler rapidement. Parce qu'en fait, il est déjà super tard. Je me rends compte, je parle beaucoup. On va détailler juste les causes principales. Donc, problème de remplissage, vous avez l'hyperactivité vésicale. Dans l'hyperactivité vésicale, vous associez une pollacurie, donc plein de petites mictions à petit volume, des urgenturies, oh là là, il faut s'arrêter sur la route, on est sur l'autoroute et il faut qu'on s'arrête tout de suite, les fuites et l'énurésie qui est souvent associée. Donc encore une fois, c'est physiologique jusqu'à l'âge de 5-6 ans, c'est l'acquisition de la propreté, ça passe par une phase d'hyperactivité vésicale et il y en a qui sont plus ou moins rapides
À l'acquisition, il y en a qui les acquisitions, c'est pas tous, voilà, au même âge, il y en a qui prennent un peu leur temps. Donc des fois, vous pouvez avoir, ça dépasse un peu 5, 6, 7 ans, c'est des vessus immatures. Alors classiquement, dans le vrai terme, immaturité, c'est avant l'acquisition de la propreté, instabilité, c'est après l'acquisition de la propreté. Bon, ça c'est parce quand on veut bien parler. Ah beh, ah, qu'est-ce que je préconise pour l'acquisition de la propreté? De mon expérience à moi, rien, laissez-les tranquilles, laissez-les tranquilles. Quand ils seront prêts, bah, ils feront pipi dans le pot. Quand ils seront prêts, ils feront caca dans le pot. Laissez-les tranquilles. Il y en a certains qui recommandent d'apprendre, la propreté. Je reviens pour l'hyperactivité vésicale, rechercher la constipation, plus, parce que ça favorise énormément l'hyperactivité vésicale. Je ne sais pas si je l'avais encore assez dit, c'est pas sûr. Prise en charge de l'hyperactivité vésicale, il y a pas d'examen en première intention. Sincèrement, vous, voyez bien, c'est l'enfant qui fait jamais pipi, qui se retient à fond, qui fait pas caca. Bon, ben, voilà, enfin, voilà, vous avez tous les trucs pour dire: «Bah, on va d'abord traiter tout ça et si ça persiste, peut-être qu'on ira un peu plus loin dans les investigations». Donc il y a pas d'examen complémentaire en première intention. La première chose, c'est l'éducation missionnelle. La deuxième chose, tout aussi importante, c'est la prise en charge des troubles anorectaux et finalement, là, je l'ai mis comme ça parce que c'est comme ça que c'est dans les cours et tout ça, mais en pratique, sincèrement, avec l'expérience actuellement, moi, je fais d'abord la constipation et je les revois après. Parce que, j'en reviendrai après, mais il y a la moitié des patients constipés, vous traitez la constipation et il y a plus de fuite urinaire, par exemple, typiquement. Donc honnêtement, moi, c'est ce que je fais. Je traite d'abord la constipation, puis je les revois et je traite uniquement ce qui reste comme symptômes. Rééducation par biofeedback, c'est dans les trucs aussi pour, apprendre au relâchement vésico-sphinctérien, anticholinergique, neurostimulation tibiale postérieure, hyper bien, ça marche hyper bien en hyperactivité vésicale, la neurostimulation tibiale postérieure. Ça, à mon avis, anticholinergique TENS, je pense que ça mérite d'avoir un avis spécialisé avant de passer à cette thérapeutique. Non pas que vous pouvez pas le prescrire vous, parce que ça n'a pas grandes conséquences. C'est juste qu'à ce moment-là, il faut quand même avoir éliminé d'autres choses, donc je pense qu'il faut quand même avoir fait une débimétrie, voilà. Donc là, c'était la prise en charge globale et du coup, je vais détailler juste l'éducation missionnelle, constipation et biofeedback. L'éducation missionnelle, c'est la même chose que pour l'énurésie. Il faut augmenter la prise hydrique, sauf que là, il y a pas de restriction et ça se quantifie. Ne vous fiez pas à: «Il boit beaucoup». Vous quantifiez tous les jours, la bouteille, elle est remplie tous les matins et elle est vide tous les soirs. Rééducation mictionnelle, 8 tentatives de miction par jour. On fait pipi les jambes écartées, on descend bien la culotte, on prend son temps, on fait pipi même quand on n'a pas envie. On s'en fiche de savoir si tu as envie. La question, c'est pas est-ce que tu as envie de faire pipi, c'est l'heure de faire pipi. Le calendrier que je fais moi, donc encore une fois, ça c'est très rigide, mais moi j'aime bien et je trouve que ça les conditionne. On essaye de bien faire pipi, donc en fait, on met un réhausseur à la maison, on met un réducteur parce que franchement, les gosses qui sont au fond de la cuvette, là, se tenir sur les bords, on comprend bien qu'ils ont du mal à vider complètement leur vessie. Voilà, il y a des règles de miction, donc on fait pipi, on prend le temps, on écarte bien les jambes. Pour leur expliquer comment à quel point il faut bien écarter les jambes pour faire pipi, c'est pour éviter les mictions vaginales, j'en parlerai tout à l'heure. Je leur dis des fois, pour bien voir la position, tu te mets toute nue à la maison et tu te mets en face des toilettes pour faire pipi. Faites face au mur pour voir à quel point c'est la bonne position, c'est d'avoir vraiment les jambes suffisamment écartées pour être capable de faire pipi face au mur. L'hyperactivité vésicale aussi, après échec de toutes ces thérapeutiques-là, c'est rare. Il y en a certains qui ont encore cette hyperactivité, qui ont du mal en fait à se relâcher, qui ont du mal à avoir cette synergie vésico-sphinctérienne qui permet de relâcher le sphincter quand il y a une contraction vésicale et donc on peut leur apprendre à relâcher leur périnée, c'est-à-dire c'est l'opposé de forcer l'acquisition de la propreté, c'est le fait de réapprendre à avoir une synergie vésico-sphinctérienne satisfaisante. Donc en fait, c'est les kinés qui font ça. Ce qui est l'enfer, c'est qu'il y a très peu de kinés qui font ça. Il faut bien leur demander qu'ils fassent du biofeedback parce que c'est le contraire de ce que c'est. Bon, bien sûr, évidemment, aucune sonde endovaginale, hein, évidemment. Ce n'est pas de la rééducation post-partum, c'est vraiment d'apprendre à relâcher son périnée pour apprendre à bien faire pipi. Les kinés font-ils les traitements par TENS? Je crois pas. Si?
Non, le TENS, c'est une prescription médicale, hein. Moi, je prescris la location du matériel, heu c'est une prescription médicale. Mais c'est pareil, la neurostimulation, j'aurais tendance à dire que quand même, c'est pas dans l'arsenal de départ, hein. Il faut quand même avoir, vu autre chose avant. Vraiment, je pense que ce qui est de la prise en charge de base, c'est constipation, rééducation missionnelle, correction, de la prise hydrique, correction, kiné peut-être, mais après si vous passez aux neurostimulation tibiale postérieure, je pense qu'il faut avoir un avis spécialisé, je dirais. Traitement de la constipation, c'est quoi? Déjà pourquoi? C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que le fait d'avoir un rectum plein de caca ne peut pas permettre à la vessie de fonctionner correctement. Pour plein de raisons. La première, c'est que c'est les mêmes fibres nerveuses. Donc l'information chez l'adulte, c'est quand même pas tout à fait facile des fois pour savoir ce qu'on a vraiment envie entre pipi caca. Alors l'enfant, autant vous dire, c'est impossible. C'est les mêmes fibres qui sont stimulées. Il y a une sensation d'avoir envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Du coup, ils contractent à fond le périnée parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire. Comment voulez-vous qu'un enfant qui est hyper constipé, qui a le rectum plein, arrive à se relâcher suffisamment pour faire pipi? C'est pas possible en fait, il y a de la synergie n'est pas possible. Il est en train de se retenir pour pas faire caca et on lui demande de se relâcher pour faire pipi, c'est pas possible. Le détrusor, lui non plus, il comprend rien, c'est les mêmes innervations, c'est juste à côté du rectum, ça stimule à fond, il arrive pas à se contracter, il est hyper actif. Ça ne marche pas et sans parler du fait que ça comprime la vessie, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas, traiter une vessie si vous n'avez pas vidé le rectum. D'ailleurs, 40 des enfants constipés ont des fuites urinaires qui sont améliorées, pardon, 40 enfants des enfants qui ont une constipation chronique avec des fuites urinaires, ils sont améliorés après le traitement de la constipation. Et en fait, c'est aussi important de traiter la constipation parce que si vous arrivez à le traiter facilement, un peu de Forlax, de machin, et de trucs alimentaires, vous traitez, il y a plus de constipation, il reste des fuites urinaires ou une forme d'hyperactivité vésicale pure. Ça vous rassure sur le point d'appel neurologique. Si après votre traitement de base de la constipation, il est encore constipé, attention. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important de traiter cette constipation. C'est que le fait de ne pas arriver à traiter facilement une constipation, ça doit vous faire penser à des troubles vésico-sphinctériens de cause neurologique et moi franchement, tous ceux qui répondent pas rapidement, ils ont droit à l'IRM médulaire. Et on trouve des choses. On trouve des anomalies médulaires, hein. Donc le traitement de la constipation, je fais rapidement parce qu'il y a Margot Olivier qui a fait un super truc sur constipation au coprésie, d'ailleurs qui est aussi en ligne sur le CHU. Mais l'objectif, c'est bon, je préfère toujours prêcher le plus pour avoir le moins, mais 2 selles dures non dures par jour, pardon, 2 selles non dures par jour. Et ben, bon, si c'est une, c'est déjà pas mal, mais l'objectif quand ils ont les troubles missionnels, c'est de vider le rectum tout le temps. Il faut qu'il soit vide ce rectum, sinon la vessie ne peut pas fonctionner. Donc on va dire que l'objectif, c'est 2 selles non dures. Le plus important pour bien faire caca, c'est de boire beaucoup d'eau. Ça, c'est la base et l'alimentation. Donc, vous avez donc le score de Bristol qui vous permet déjà de savoir parce qu'il fait caca normalement. Bah, et là, ça ne veut rien dire normalement. Normalement, c'est la saucisse du Bristol 4, c'est la pâte à modeler, c'est la knacky, c'est cette consistance-là. Si c'est plus, c'est de la constipation. Si c'est moins, c'est de la diarrhée qui peut être aussi secondaire à une constipation. Donc la norme, c'est le Bristol 4. Et je leur donne des consignes de prise de fibres, d'alimentation, tout ça. Bon, enfin, si vous voulez plus de détails, regardez ce que, le PU de Margot. Forlax, alors moi j'en prescris des wagons, hein. Des fois je change, je mets de l'importable. C'est 1 gramme par kilo, hein, donc le pharmacien qui veut pas délivrer du 10 grammes, parce que c'est un enfant, non. En fait, le 4 grammes, c'est pour les bébés, c'est 1 gramme kilo, donc a priori, à partir de 1 an, c'est presque des sachets de 10 grammes. Et le TENS. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin parce que, en fait, le TENS marche aussi sur la constipation. C'est la spécialité dont je ne vais pas détailler, mais habituellement sur le trouble urinaire pur, on met de l'Urostim. Donc c'est la neurostimulation tibiale postérieure, donc c'est 20 minutes par jour d'un programme d'Urostim et moi je prescris quasiment toujours, parce que tous les enfants sont constipés, du Peristim. En fait, c'est 30 minutes par jour et c'est un programme différent qui stimule aussi les racines qui vont un peu plus vers le rectum, pardon et du coup, ça franchement, ça marche super bien sur le transit aussi.
Donc, si je dois prescrire de la neurostimulation, chez les enfants, facilement, je prescris plutôt du Péristim que de l'Urostim. Parce que ça marche aussi dans le traitement de la constipation. Ça, c'était l'hyperactivité vésicale. Donc plus ou moins avec fuite, hein. 2 questions. Incontinence diurne, mais jamais de fuite la nuit, est-ce que ça exclut une pathologie organique? Pas du tout. Il y a plein d'enfants avec des pathologies organiques qui ont des fuites uniquement la journée. Il y a une histoire de verticalisation, il y a plein de choses qui peuvent entrer. Ça n'exclut pas, non. Chez les enfants déficients, est-ce qu'un traitement médical peut-il être une aide pour acquérir la propreté? Chez les enfants déficients, est-ce qu'un traitement médical peut être une aide pour acquérir la propreté? Alors, non, encore moins, laissez-les tranquilles. Parce que le traitement médical, c'est des anticholinergiques. Donc ça veut dire que vous allez engendrer une rétention s'il ne l'a pas déjà, donc il va faire des infections, après il va falloir le sonder. Non. Après déficient, ça dépend ce que vous entendez par, déficient. Là, j'ai l'image d'un infirme moteur cérébral. Enfin, de toute manière, on n'apprend pas la propreté par, des médicaments, hein. Goutte retardataire, fuite postmictionnelle. C'est pas vraiment du coup de l'hyperactivité, c'est des fuites qui sont assez particulières chez la fille. Alors là, c'est des mictions vaginales, ça c'est facile ça comme diagnostic du coup, c'est bien quand ils disent ça. Elle fait pipi, elle se lève, elle refait il y a du nouveau du pipi, c'est incroyable. Bon, bah, en fait, vous avez des mictions vaginales, sur une étude là, j'ai oublié quel pays. Nordique, je crois qu'il y a presque 300 filles entre de 7 à 15 ans qui présentaient des fuites mictionnelles diurnes. Il y en a 12 qui ont, un reflux rétrovaginal. En gros, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la position du bassin un peu antéversé fait qu'il y a une partie de la miction qui va dans le vagin. Chez la fille, ben, ça stagne, elle se relève et puis la pesanteur, enfin la position debout fait que ça recoule. C'est aussi majoré bien sûr, ça peut être majoré, mais même si, Marie-Pierre Guébal qui fait la gynéco dit qu'il y a pas trop de fuite urinaire sur les coalescences, mais logiquement, ça peut tout à fait être un facteur favorisant la coalescence des mictions vaginales, hein. Mais du coup, ça se traite par de la rééducation mictionnelle, c'est-à-dire on leur apprend à écarter les jambes pour bien faire pipi. En écartant les jambes, en ayant, et en relevant, les pieds, vous avez une miction totale et vous limitez les mictions vaginales. Après les mictions incomplètes, c'est-à-dire résidus post-mictionnels, tout ça, voilà, faut faire aussi de la rééducation. Des fois, apprentissage au bon relâchement. Vous avez des enfants en cours d'acquisition, là, voilà, ceux qui ont une espèce de dysynergie, un peu d'acquisition de la propreté, où ils serrent le périnée, là, ils ont du mal à vider complètement. Ça peut bien aider aussi la kiné pour ça. Ouais, ce que dit Marie-Pierre Guibal, c'est que les hymens béants, vous avez les mictions vaginales, effectivement, parce que du coup, tout va dans le vagin et puis après tout ressort. Et c'est beaucoup plus vrai d'ailleurs pour vous poser la question, c'est beaucoup plus vrai chez la petite fille qui n'a pas la même orientation du bassin que chez la femme adulte du coup, hein. L'incontinence au fou rire, oh là là, c'est le giggle incontinence, alors ça, on n'aime pas parce que franchement, c'est hyper difficile à traiter. En gros, c'est des mictions complètes au fou rire. La physiopathologie, on ne sait pas trop, mais probablement c'est un truc neurologique. En fait, vous avez un relâchement brutal du sphincter enfin, c'est une information centrale, relâchement du sphincter, urine, au fou rire. Bon là là, ça alors ça il y en a qui répondent bien à la kiné. C'est la kiné, le traitement de référence, biofeedback. Vous pouvez mettre des anticholinergiques, il y en a qui mettent de la Ritaline. Alors moi ça je le fais pas. Mais franchement quand ça marche pas, hein. C'est hyper compliqué à traiter. L'incontinence d'effort, je l'ai mis, mais c'est hyper rare chez l'enfant, il y en a quasiment pas et en fait, il faut pas se tromper entre l'incontinence d'effort vraie de l'adulte, hein, à l'incontinence d'effort parce que le gamin, il enchaîne, l'école, la gym, la gamine et en fait, elle va pas pisser, bien sûr, parce qu'elle a pas le temps ou parce qu'elle a pas envie, parce qu'en fait, voilà et du coup, elle commence à faire son entraînement et elle a la vessie pleine. Bon, mais ça s'appelle pas une incontinence d'effort, ça s'appelle, une fuite urinaire par, mauvaise habitude missionnelle. On passe à la phase de vidange. Dysurie,
Pour le traitement, sénozuméa post-circoncision, corticoïdes. Il faut la dysurie, attention la dysurie, hein, c'est un peu moins, simple que, un peu moins simple, un peu moins, physiologique que, l'hyperactivité vésicale et les fuites urinaires chez l'enfant qui, moi, c'est quand même souvent, fonctionnel, c'est pas très inquiétant. La dysurie, il faut faire attention, hein, parce que là, c'est vraiment un point d'appel, des vessies neurologiques. Il faut aussi bien sûr regarder les malformations génitales. Malformation vésicale, typiquement, vous pouvez faire des diagnostics de diverticules vésicaux. Les GHC, là, comme vous voyez sur la débitmétrie du milieu, ça, oh là là, point d'appel de vessie neuro, plus, plus, plus. Sténose du méa, vous avez une courbe complètement aplatie, avec un enfant qui doit pousser pour uriner. La dysurie, il faut faire attention, c'est quand même vraiment un point d'appel de cause organique, mais quand même, toujours, il y a la mauvaise habitude missionnelle. Pourquoi? Parce que quand vous avez une vessie hyper pleine, vous n'arrivez pas à bien la vider. En fait, l'étirement complet des fibres détruisoniennes ne permet pas une bonne contraction. La contraction adaptée de la vessie, elle doit se faire à vessie pas pleine à craquer. C'est pour ça que le matin, vous avez du mal à bien faire pipi, en fait, parce que le premier miction du matin, elle est un peu plus difficile que les autres. Vous mettez du temps à faire pipi, vous avez souvent un résidu. En fait, le détruiseur, il est bien distendu, il a du mal à se contracter. Donc, un enfant qui fait pipi 2 fois par jour, il a un syndrome dysurique, il a du mal à faire pipi. Immaturité, dysynergie vésico-sphinctérienne, voilà, cette période-là, un peu d'acquisition, un peu d'immaturité, tout ça, vous pouvez avoir des GHC. Il fait pipi en plusieurs fois, c'est des syndromes dysuriques qui sont plutôt, du coup, de la physiologie, si ça perdure pas trop longtemps. Et pareil, la constipation, hein, elle y est tout le temps. Si vous êtes constipé, vous n'arrivez pas à faire pipi, vous n'arrivez pas à relâcher votre périnée quand vous avez le rectum plein de caca, ça ne marche pas. Et vous avez tous les troubles mixtionnels comportementaux, c'est tellement, fréquent chez les enfants. Vous avez, l'apolacurie occupationnelle ou les tics, c'est-à-dire, la gamine, bien sûr, elle a toujours très, très envie de faire pipi pendant qu'elle est en classe. Ou alors, ça, c'est des trucs anticipatoires. Il y a des enfants et des adultes, qui, vont faire pipi 4-5 fois avant d'aller se coucher. J'en fais partie. C'est parce qu'en fait, on a tellement peur d'avoir besoin de se relever après que du coup, on va aller faire pipi plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien vidé. Tout ça, c'est des tics. Ça c'est de l'éducation. Il faut faire une bonne miction une bonne fois et se rassurer, c'est de la rééducation, c'est de l'éducation, ça, c'est du comportemental. L'attitude rétentitionniste, pas faire pipi, je veux pas faire pipi, donc il y a plein de raisons, mais il y a des c'est un truc d'enfant ça, de pas vouloir, faire pipi, de se retenir parce que c'est chiant d'aller faire pipi, parce qu'on est en train de jouer, parce que les toilettes c'est sale, parce qu'on a mieux à faire, parce que voilà et donc ça c'est de la il faut vraiment faire de la rééducation. Et après vous êtes quelques enfants et vraiment des phobies, du pot par exemple, ça c'est vraiment vrai pour le caca, un peu moins quand même pour le pipi heureusement, mais il y a des enfants qui ont une peur de la perte, qui ont la peur d'avoir, quelque chose qui vient d'eux qui disparaît et donc des enfants qui refusent d'aller sur des toilettes et faut les mettre sur des pots. Le pot, ça fait moins peur et il y en a même, il faut remettre la couche. C'est particulièrement vrai pour la constipation et le caca. Il y a des enfants, au moment de la propreté là, qui sont propres, mais qui refusent de faire caca dans le pot et dans les toilettes. Vous leur mettez la couche, ils font caca, vous enlevez la couche, ça va passer quoi. C'est des trucs d'apprentissage. Et après, bien sûr, les toilettes dégueulasses, en fait, les enfants, ils ont pas envie d'y aller. Les ados au lycée, elles pissent pas parce qu'en fait, c'est sale, parce qu'elles ont peur que quelqu'un regarde, parce que parce qu'elles ont peur que quelqu'un les filme. Donc tout ça, c'est des trucs comportementaux qui engendrent des vrais troubles missionnels et du coup, il y a quand même la rééducation. Autant je passe mon temps à dire que les troubles vésico-sphinctériens ne sont pas psychiatriques, je ne vois pas pourquoi des enfants arrivent par le biais de la psychiatrie ou de la psychologie parce que c'est des trucs fonctionnels ou organiques. Mais par contre, il y a des trucs comportementaux quand même dans le fait, dans les troubles missionnels qu'il faut et ça peut être très bien accessible, à nous. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez demander un avis psychologique, mais ça doit être dans ce sens-là plutôt. Vous avez éliminé tous les autres problèmes et il reste un problème de phobique et sincèrement, avec, de l'éducation et la rééducation, ça s'arrange quand même ces trucs-là. Rapidement, parce que ouais, beaucoup parlé, les cas cliniques, retour d'expérience. Donc le coup de ma belle-mère m'a dit que, c'était pas normal de pas être propre à 2 ans parce que, moi son fils il était propre, lui à 8 mois. Non, c'est pas vrai. Donc non, c'est pas vrai.
Voilà, c'est tout, c'est pas vrai. Elle a oublié, on oublie, sinon on ferait plus d'enfants. Enfin non, c'est pas vrai. Il ne faut pas, suivre les idées préconçues de: «C'est pas normal, il est pas propre». Mais il rentre à l'école et il est pas propre. Elle fait encore pis mais non, bah oui, enfin l'école à 2 ans et demi, 3 ans, il y a plein d'enfants qui sont pas propres. C'est physiologique. Alors ça, c'est un truc d'expérience, c'est pareil, vraiment, c'est pas publié, c'est rien du tout, mais j'ai souvent cette question-là de, il a mal au zizi vers, l'acquisition de la propreté là. D'un coup, il a très mal. Bon, souvent, c'est des fois ça du coup, c'est adressé pour une histoire de phimosis, c'est à cause de ça qu'il a mal. Honnêtement, l'acquisition de la propreté, ça fait des contractions vésicales qui font des sensations très bizarres. C'est un peu comme merde, comment ça s'appelle? Les contractions de vessie et ça fait des décharges dans la verge et de mon expérience, franchement, c'est une période aussi où les enfants, il y a ces symptômes-là, ils ont aussi des érections réflexes avant d'uriner. Ces périodes d'acquisition de la propreté, surtout chez le garçon, c'est quand même des trucs un peu bizarres, de sensations un peu bizarres et ça a une répercussion beaucoup sur le zizi. Ça fait des irradiations, le long de la verge, comme les contractions vésicales sur corps étranger et ça fait des é et les petits garçons ont des érections avant d'uriner et ça les perturbe aussi beaucoup. Donc cette histoire de zizi autour de l'âge d'acquisition de la propreté, faut aussi rassurer, ça va passer. Et le classique, il a mal au ventre, et il fait pipi toutes les heures et il a des fuites à l'entrée au CP. Alors ça, c'est le classique, j'en ai des tous les mois d'octobre, je débute une, longue, consultation de troubles mictionnels qui saoulent les internes, où c'est le 6-7 ans qui est rentré au CP et qui a mal au ventre et qui se fait pipi dessus. Mais c'est un classique. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plus d'ATSEM qui lui dit d'aller faire pipi déjà. Première chose, ça c'est pour le pipi et surtout parce qu'il est constipé. Parce qu'il vient et franchement, j'ai l'impression de rabâcher tout en ça, mais c'est vrai, il sort des vacances d'été, il a mangé n'importe quoi, il arrive en CP, il sait pas où est les toilettes, il va jamais aller faire caca aux toilettes, le soir, il y a les devoirs, le rythme a changé, il fait plus caca. Il se constipe et en plus, il va plus faire pipi en récréation et voilà et vous avez ce combo du CP, un coup de Forlax, un coup de va faire pipi en récréation et ça rentre dans l'ordre. Des questions? Gueule incontinence chez l'adulte, bah oui, ça existe parce que comme on n'arrive pas à le traiter chez l'enfant, bah, il y en a chez l'adulte du coup. Oui, ça existe et franchement, les uro-adultes, ils aiment pas plus ça plus que nous parce que c'est difficile à traiter. Mais je pense qu'ils ont du coup moins de problématiques à mettre de la Ritaline, par exemple. Ouais, c'est que des filles, j'ai jamais vu d'hommes, ouais. Non, c'est un truc de filles, ouais. Mmh. Je crois, ouais. Mais en fait, on sait pas à quoi c'est dû, donc je pourrais pas, vous dire plus. C'est bon pour les questions? Donc, prochain EPU, ça sera, en novembre, par le professeur Kalfa sur hypospad, verge enfouie, les anomalies de la verge. Bon, beh, merci à vous tous.